Merci beaucoup, ça fait très très plaisir de voir une salle aussi pleine ce soir pour cette séance assez inédite qu'on a organisée dans le cadre de notre cycle Acteurs, Actrices et Avatar qui court jusqu'en janvier et dont vous venez de voir la bande-annonce. Le mois de novembre est dédié à un focus sur l'Actor Studio et on avait envie ce soir de mettre en lumière un métier très mal et peu connu qui est celui de coach pour comédiens. Donc on est très heureux d'avoir avec nous Christophe Dimitri Réveil qui exerce avec fougue et passion ce métier de l'ombre et qui n'est pas peu intimidé ce soir de venir en parler sur scène, donc je vous demanderai de l'accueillir chaleureusement. Énormément Lou Delage et Damien Bonnard que je ne présente plus. La discussion se fera sous la houlette. La séance a été bâtie par Stéphane Charby. On est ravis d'avoir avec nous. C'est là, pour le moment, vous n'êtes pas présent. Problème des comédiens, toujours, il y a le Oui, je sais, ça s'appelle séance improvisation Damien Bonnard, ça va être une séquence. Merci beaucoup au forum de cette initiative, merci surtout à vous d'être venus nombreux. Un petit préambule pour vous dire que le fil de la conversation que nous allons essayer de suivre avec Damien Bonnard, ça va être un petit peu compliqué. C'est pas tant de vous dire ce que l'on sait du métier d'acteur que de tenter de comprendre de quoi est fait leur art, c'est-à-dire l'art dramatique. C'est une séance un peu particulière parce que c'est une séance de cinéma, mais sans images. Ouais, on a pris le pari de ne rien vous montrer, mais de vous donner à voir. Ça va nous aider si vous coupez vos portables. Ça aussi, ça va être formidable pour cette discussion. Si je vous dis Aimé Jacquet, même si vous n'aimez pas le foot, vous savez que c'est l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France qui nous a permis de gagner la première Coupe du Monde. Si je vous parle d'Ilana Choubouk, là, il faut être initié pour se dire, oui, on sait, travaille avec Charlize Theron et Brad Pitt. Suzanne Batson, là aussi, petite inconnue, mais si vous êtes là, c'est que vous savez que son enseignement a été suivi notamment par Tom Cruise, Nicole Kidman et notre Juliette Binoche nationale. Tandis que Jack Walzer, qui est un membre de l'Actors Studio, lui, son enseignement a profité entre autres à Dustin Hoffman et Sigourney Weaver. Alors, leur nom est important, célèbre, mais il n'est pas connu du grand public. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas crédité, ou pas toujours crédité au générique des films. Il y a une raison à ça, il y a une forme d'omerta. Et ouais, il y a énormément de charlatans, il y a énormément de mythomanes dans ce métier, et c'est compliqué d'évaluer le travail entre un coach et un acteur, parce que ça se fait à discrétion et loin du regard des gens. Alors nous avons la chance d'avoir M. Christophe Dimitri Réveil, qui est là. Voilà, oui c'est ça, regarde, petite musique, c'est là. Voilà. Il a étudié, comme ça je parle sous ton contrôle, il a étudié au Lee Strasberg Theater and Film Institute, et puis il a suivi la classe de Jack Walzer, on l'a dit, membre de l'Actors en Studio. En 2011, il a co-réalisé cette pépite. Voilà, 6 heures. Si vous aimez les comédiens, 6 heures pour tenter d'approcher le processus créatif des comédiens. Donc ça, c'est disponible, il faut le chercher. Il faut parfois bien le chercher. Aujourd'hui, il accompagne des comédiens connus comme des débutants dans la préparation de leur rôle pour le cinéma ou même pour le théâtre. Et puis, depuis 2019, il anime la classe caméra pour l'école Périmonie des 3e années. Je sais qu'ils sont là. L'école Périmonie, ceux qui sont présents cette année, ceux qui étaient là les autres années, vous êtes là ou pas? Les acteurs, voilà, hyper timides les acteurs, genre. Ok, vous avez pris un papier, un crayon? Parce que c'est maintenant que ça se danse. Alors, Christophe, première question.
C'est donc comme acteur que tu as commencé à débuter ce métier ou pas? Et ça marche ou pas? Déjà, je suis ultra timide, donc on va essayer de rentrer dans le travail. Voilà. Je peux pas, c'est ce que je te disais quand on a un peu préparé, je peux pas dire que je suis acteur parce que j'ai jamais gagné ma vie en faisant ce métier. Voilà. Après, j'ai eu la chance. C'est ça, on dit qu'un acteur est acteur quand il vit de son métier? Ouais, enfin, en tout cas, ça permet. Moi, je me sens pas trop légitime. C'est comme quand le Forum des images a dit on fait un truc sur l'acteur studio. Alors, oui, j'ai étudié. En fait, ça fait 35 ans que je suis en confinement, donc j'étudie tout. Et donc, mais je ne me sens pas légitime puisque j'ai passé l'acteur studio et que je l'ai raté au deuxième tour. Donc, ça me paraît très bizarre de dire l'acteur studio, c'est moi. Je suis pas. Par contre, je travaillais comme un fou. Et aussi, je voulais dire que Damien et Lou, par exemple, sont des immenses acteurs, ils n'ont pas besoin de mecs comme moi. Par contre, je suis un sparring partner et je suis très heureux que Lou ait accepté parce qu'on a travaillé qu'une fois ensemble. Donc, j'ai pas l'impression de faire une propagande sur mon travail. Ils vont nous rejoindre d'ici une petite demi-heure. On va travailler. Voilà. Et j'ai 3 trucs que je voudrais dire avant de commencer. C'est au début, j'avais refusé de faire le truc pas parce que je suis timide. Hein, et Pauline a insisté et je crois qu'elle a bien fait parce que je suis ravi d'être là quand même si ça se voit pas. C'est parce que je me sentais pas légitime. Je l'ai noté c'est un métier de l'ombre, donc ça va être très difficile pour moi de vous raconter des anecdotes parce que c'est pour ça que les acteurs travaillent avec moi, c'est de ne pas vous parler avec qui je travaille. Donc je vais rester très général. À part Damien, parce que c'est un ami proche, donc comme il le dit, ça c'est cool. Et le troisième, c'est la peur de figer les choses, parce que je n'ai pas de méthode, je suis juste un sparring partner, et plus l'acteur renvoie la balle, comme je suis taré, je la renvoie aussi. Mais on cherche, on va dans des pistes. Enfin, voilà. C'est un peu les 3 trucs que je voulais installer. Donc ça y est, là, tu as tout installé? Je pense que là, je peux partir, j'ai tout dit, ça va être... Mais alors pourquoi tu as abandonné cette carrière d'acteur qui n'était pas d'acteur? Pourquoi tu as abandonné cette activité d'acteur pour te consacrer à la pédagogie? Parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui. Pour les acteurs, c'est très dur d'aller sur scène. Et si je suis honnête, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais comme mes élèves l'entendent tout le temps, c'est que j'avais tellement peur que j'avais besoin de me défoncer pour monter sur scène. Ce qui n'est pas le but d'un acteur, c'est un métier. Et c'est pas quelque chose qui doit vous... C'est pas une psychanalyse, c'est pas un truc qui doit vous coûter. Et si c'est trop douloureux, il vaut mieux savoir quelle est sa place. Et la mienne, elle est vraiment d'accompagner les acteurs. Et c'est un vrai shoot de trouver leur chemin émotionnel et pas le mien. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit coach, on dit explorateur, on dit acting coach pour... Moi je suis sparring partner. C'est-à-dire je suis le mec qui renvoie la balle à Nadal et voilà, je renvoie les balles. Quoi. Donc les balles, elles doivent venir d'abord des comédiens? Je crois. En plus, moi, j'ai pas la prétention d'enseigner le talent, quoi. C'est ce que disait notre prof. Mais en plus, le pire, c'est qu'il y a que des snipers dans la salle. Il y a des mecs qui sont... je vais pas dire des noms pour pas vous gêner, mais Antoine, Clémentine, Aude, c'est que Diane, c'est que des tueurs d'acteurs. Ils seraient plus légitimes d'être là, honnêtement, que moi. Au même titre que toi, si je te pose des questions, pardon, je précise pour les gens, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec Stéphane, avec un acteur, et je prenais des notes de ce que Stéphane lui disait. Donc, voilà, on en est là, quoi. C'est pas de la fausse humilité, je sais que j'ai ma place, mais comme tant d'autres. Je suis un mec qui change les acteurs, c'est des F1, quoi, et moi je suis dans la team et je change une roue quand ils s'arrêtent au stand. Quoi. Et j'essaye d'aller vite, quoi. Je fais hop, et hop, et on repart. Je pense que tu fais un peu plus que ça. Ouais. Alors, on va inviter énormément de gens dans cette conversation, si tu es d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé du travail des comédiens, et notamment un monsieur qui s'appelle Billy Wilder. Ok, tu arrives à situer. Il dit qu'on ne peut pas transformer quelqu'un en acteur, mais on peut apprendre à quelqu'un qui a du talent à mieux jouer. Alors, est-ce que le jeu, ça s'enseigne? Toi qui travailles avec des comédiens confirmés et des débutants. Alors, moi, ce que je peux dire, parce que est-ce qu'il faut pas, c'est très problématique avec moi, c'est que j'ai pas de dogme. Donc, ce qu'il faut, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que de travailler, je crois pas que ça a jamais été un obstacle. En fait, c'est un art, quoi. C'est-à-dire que si tu veux maîtriser ton art, je pense que plus tu te renseignes, c'est comme en photo, quoi. Moi, je fais de la photo, j'ai eu besoin d'aller savoir l'origine de la photo, l'argentique, comment on fait des tirages, pour après sans doute passer au numérique. Mais donc, et puis je suis pas dans les dogmes on va y venir, je pense, Lee Strasberg, Meisner ou Tagen, on s'en fout, quoi. Enfin, Stella Adler, c'est-à-dire que prends tout ce qui marche, il n'y a pas une façon de travailler, il y a ta façon. Donc va voir plein de gens, il y a plein d'endroits où il faut aller creuser et prends ce qui te parle et trouve ton chemin à toi et pas le chemin des autres. Mais est-ce qu'on peut transformer quelqu'un qui n'est pas acteur? Est-ce que justement les acteurs, c'est quelque chose qui est là, en maturation, qui demande juste à s'exprimer? C'est ça que dit Billy Wilder. Tout le monde ne peut pas être acteur. Tu n'enseignes pas le talent, mais tu peux aider les gens à trouver leur propre talent. En fait, moi un jour, il y a un gamin qui va dire « Oh, en fait, tu fais la maïotique de Socrate ».
et comme je suis pas comme les 3/4 des jeunes acteurs avec qui je travaille, c'est-à-dire tu me dis un truc que je sais pas, je vais chercher. Et je me suis dit, ok, c'est un mec qui aide à accoucher les gens de leur talent. Alors ça me va. J'aide à accoucher. J'ai même eu une fois une actrice qui voulait me payer. Je dis, mais me paye pas, j'ai rien fait. Elle me dit, oui, mais comme t'es fou, je voulais être sûr que j'avais tout câblé. J'ai dit, ok, je prends ton argent. Oui, mais la maladie socratienne, parce que Socrate, sa mère, était accoucheuse, elle était péricultrice, donc elle avait des connaissances, elle avait un enseignement. Ah non, mais oui, j'ai travaillé pendant des années. Voilà, on tire pas un j'ai fait enfant 35 ans de confinement. D'accord. Et alors comment tu découvres l'acteur studio? Parce que... Parce que j'étais au cours Florent avec un prof super qui est devenu réalisateur qui s'appelle Chad Chenouga, qui semble-t-il me dirait mais j'ai rien fait, mais en fait il a fait beaucoup sur une anecdote. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien savoir. Puis j'ai lu un bouquin de Tchekhov sur le travail avec l'acteur et je me suis dit tiens, je parle pas anglais, je suis nul, j'en ai rien à foutre, il faut que je me casse, je suis trop sédentaire, donc il faudrait que je me... Et donc j'ai travaillé tout un été en boîte de nuit et je suis parti chez Lee Strasberg. Et là j'ai rencontré un vieux monsieur et j'ai dit vous connaissez Jack Welser à Paris? Il m'a dit ah, vas-y, c'est un tueur. J'ai dit, bon, et je suis resté 15-20 ans là-bas et j'ai rencontré des gens là qui sont... Mais pourquoi partir si loin? C'est qu'à un moment, c'est une des conversations, hein. On pense que l'acteur studio est arrivé comme ça, alors que pour que l'acteur studio arrive, il faut des textes. Il faut Henry Miller, il faut Tennessee Williams. On va refaire un tout petit peu d'historique après. Mais toi, c'est parce que tu as vu des performances de comédiens qui à un moment t'ont marqué et tu as compris d'où ils venaient. Le bouquin m'a parlé, je me suis dit tiens, c'est intéressant. En fait, moi je fonctionne, c'est très égoïste, mon taf c'est des shoots. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de faire semblant, mais je respecte, il y a des acteurs qui font semblant et je les juge pas, c'est si ça leur plaît d'aller sur scène. Et moi, les gens qui m'émeuvent, même quand ils écrivent ou quand ils jouent, c'est des gens qui, je ne sais, quand les choses les traversent, ça me traverse aussi. Il y a plein de gens dans la rue, vous allez voir quelqu'un qui pleure, vous allez être empathique, un mec qui s'éclate de rire, vous allez rigoler. J'avais envie de vivre des choses. Au cours Florent, tu vivais rien. Si, avec Chad Chenouga, j'ai vécu des trucs, Antonia Malinova, des gens pas connus, hein, qui ont changé ma vie. Pourquoi ne pas prolonger à ce moment-là avec le conservatoire, la rue Blanche? Pourquoi partir aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Tu rentres dans des trucs perso, c'est que j'ai perdu ma mère très jeune, donc du coup je voulais partir. Donc du coup je me suis dit, tout ce que j'avais peur, je suis allé le confronter. Donc je suis parti très loin en me disant, puisque tu as peur et que quelqu'un me ment, et puis là maintenant tu te casses, quoi. Et je suis parti. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le jeu de l'acteur, c'est d'aller même en cours. J'essayais d'aller vers. C'est pour ça que j'avais besoin de prendre des trucs, quoi. C'est que je voulais aller chercher un endroit qui me faisait peur. C'est pour ça que des fois j'en veux. Je sais que des fois je suis un peu dur. J'en veux aux gens qui montent sur scène en ne prenant pas leurs responsabilités. J'en veux au gouvernement quand ils disent la culture ne sauve pas des vies. Si, moi, des bouquins, des musiques ont sauvé ma vie, des films ont sauvé ma vie. Après, quand c'est des mauvais films, on n'a tué personne. C'est le seul truc avec un mauvais médecin. Mais on sauve des vies. C'est une connerie de dire que la culture ne sauve pas des vies. Elle sauve des vies, en tout cas, elle a sauvé la mienne, quoi. Alors, je sais que tu vas détester le mot, mais est-ce que déjà le premier conseil, ça peut être ça par rapport à des comédiens? Leïla Slimani, romancière, elle dit « J'écris à partir de ce qui me fait peur ». Est-ce que c'est pas aussi ça, la démarche d'acteur, c'est d'aller vers ce qui nous fait peur? Oui, mais si ça te bloque, autant aller déjà vers ce qui te rassure. En fait, c'est pour ça que les gens disent « Mais alors, est-ce qu'il faut que j'aille dans ma vie, pas dans ma vie ?» Je dis « Mais c'est faux, parce que tout marche. La vie, l'imaginaire. Le plus grand talent d'un acteur, c'est de l'empathie. C'est pas vrai qu'il faut avoir vécu des choses pour bien les jouer. Il y a des gens qui n'ont pas vécu des fois, quand on a vécu quelque chose, le cerveau se bloque. La machine humaine, elle est bien faite. Donc souvent, je dis, ne me demande pas ce qu'il faut. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un peu bosser. Tu peux pas survoler les choses. La génération, ce que j'appelle aujourd'hui de l'instantané, quoi. Ils veulent lire 10 pages et que les 10 pages servent pour le rôle. Et tu dis, non, t'inquiète pas, tu vas en lire 1000, il y en a peut-être une, mais les 999 autres, elles vont servir dans un autre rôle. Donc, je ne sais plus ta question de départ, mais il faut aller vers ce qui nous fait peur. Moi, j'ai envie de te dire oui, mais avec bienveillance. Et donc, c'est comme en fait un grand shoot. Il faut être encadré. Oui, c'est un shoot positif. C'est comme de la drogue, mais c'est positif. Comme quand on fait l'ayahuasca, qui est la plante de la méditation. Je pense qu'il y en a plein qui sont là. Il y en a qui ont pratiqué l'ayahuasca. C'est formidable. On va faire une deuxième partie sur l'ayahuasca. C'est mieux d'être accompagné quand on décide d'aller un peu loin. En tout cas, moi, j'avais besoin d'avoir ce filet de sécurité. Donc, il y a des gens à qui je fais confiance. Lee Strasberg, avant de partir, t'en avais jamais entendu parler? Ou à travers uniquement la littérature? Dans le bouquin, j'ai trouvé pareil, une femme, Gigi Van Decter, qui n'entendra jamais cette interview, qui a changé ma vie aussi, qui m'a regardé en disant, mais t'es un petit fou. Parce qu'il y a 2-3
personne qui disait putain, il travaille Shakespeare avec son anglais de merde, il parle pas français, enfin, il parle français, c'est nul. Et puis elle a posé un regard sur moi, et elle m'a sincèrement, là je peux le dire sans, elle m'a sauvé la vie parce que, pas rentrer dans les détails, mais j'étais dans un moment de ma vie un peu compliqué et elle a su me voir. Elle a su s'arrêter et me voir. Et elle m'a donné 3 conseils que j'ai suivis et vraiment je les applique encore aujourd'hui et je lui dois beaucoup. Forcément, c'est quoi? Elle m'a dit monte ta boîte, fais tes trucs, sors de l'anorexie. Okay. Et Lee Strasberg, qu'est-ce qui t'interpelle quand tu le lis? Tu le lis en anglais, forcément à l'époque il n'est pas traduit. Non, on a un temps pour nous. Vraiment, on a besoin de comprendre. Avant que tu te donnes des conseils, on a besoin de comprendre où est la genèse des choses. Qu'est-ce qui te marque quand tu lis Lee Strasberg? J'arrête mes notes, ça sert à rien. Ouais, qu'est-ce qui me marque quoi? Qu'est-ce qui te marque quand tu lis Lee Strasberg et tu dis ça me parle, il faut que j'aille suivre cette formation? Je peux pas te dire, c'est l'indicible, quoi. C'est quelque chose qui t'appelle. Honnêtement, j'aimerais bien. Si j'avais la réponse, pour le coup, celle-là, je la donnerais. Mais je sais pas, le bouquin m'a parlé. Je me suis dit, tiens, ils ont l'air d'aller. En fait, être acteur, il faut d'abord se comprendre soi pour jouer les autres. Et je me suis dit, c'est marrant, ils travaillent sur l'instrument. Donc j'ai fait ça, je parle de Jack Wasser, et quand je suis arrivé chez Jack, je me suis dit, putain, je comprends rien à ce qu'ils font, mais je jouais comme ces mecs-là qui sont depuis 20 ans chez lui. Donc je comprenais rien, j'avais l'impression d'être dans un asile psychiatrique, quoi. Et en même temps, travailler sur leur instrument. Et c'est vrai que comment tu veux faire un pas vers un personnage? Moi je pars du principe qu'en fait un acteur c'est un instrument, tu dois laisser place, tu offres ta peau à un personnage. Et pour ça il faut le comprendre, et tu ne peux pas le survoler. Voilà. Et donc du coup même dans la vie je deviens hyper chiant, parce que je creuse même des trucs où tu dis... j'ai plein d'exemples à te donner, mais... Un acteur dirait par exemple, si tu travailles pas, c'est là où le travail est intéressant, en fait on dit un acteur doit être animal, moi un acteur il doit être animal sur scène, mais avant il a intérêt d'être intelligent. Si t'es pas intelligent, tu survoles les choses. Tu vas dire, par exemple Sartre, Camus, je dis ça parce que la dernière fois c'était dans une discussion avec des potes, et on me dit, ouais mais Sartre au moins lui il a refusé le prix Nobel, pas Camus. Manque de peau, mon boulot c'est de plonger dans la peau des gens, donc je fais, ouais, Sartre c'est un bourgeois qui est né dans le 16e, Camus sa mère ne parlait pas, ne savait pas lire, c'était une femme de ménage. Donc quand tu t'appelles Camus, le prix Nobel, tu sais le goût qu'il a. Donc tu vas le chercher. Donc si tu joues Camus, l'aborde pas avec ton cul d'acteur posé dans le 16e. Aborde-le avec un mec dont la mère est femme de ménage. Tu veux comprendre Christophe Réveil, c'est pas parce que tu vas arriver sur scène en disant je marche en canard. Canard, je marche en canard. Par contre, j'ai autre chose. Quand j'arrive sur scène, je suis comme ça, j'ai peur, j'espère qu'on va réussir à communiquer quelque chose qui est indicible. Et j'ai qu'une hâte, c'est que... Pour le moment, ils sont là, ils sont hyper bien, ils prennent des notes, je crois. On fait un peu de genèse de choses, parce qu'il y a plein d'éléments que tu cites et qu'on va essayer de recontextualiser. On a parlé de Lee Strasberg, mais avant Lee Strasberg, il y a un monsieur qui s'appelle Stanislavski, fin du 19e, début du 20e. Il est metteur en scène, professeur d'art dramatique, et il considère que l'entraînement de l'acteur est aussi indispensable que celui du musicien, du danseur et du peintre. Donc c'est pour poser les choses, pour que les gens comprennent d'où ça vient. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un antécédent à tout ça. Et les deux éléments primordiaux, et tu vas nous dire si tu continues, toi, de prolonger ce savoir-faire, les deux éléments primordiaux pour Stanislavski, c'est l'analyse du texte, pour la préparation du personnage, qui est une approche psychologique, et à la fois l'entraînement du corps. C'est-à-dire qu'un acteur, ça ne doit pas seulement être un texte, c'est un corps qui est au service d'une action. Je crois que si tu as ton instrument qui est bloqué, si vous regardez Usain Bolt quand il court, il ne tend que les muscles nécessaires. Après, si tu me donnes, c'est ce que je dis, moi, si tu me donnes le coach d'Usain Bolt, je courrais peut-être un peu plus vite, mais je ne ferais pas moins de 10 secondes au 100 mètres. Donc le talent, ils l'ont ou ils ne l'ont pas. Et après, tu perfectionnes jusqu'à ta limite. Et moi, je suis là pour aider à perfectionner jusqu'à la limite. C'est ça mon taf, je crois. Très bien. Alors, j'ai recensé, j'ai fait un petit peu de boulot. Et ouais, mais c'est un piège ou... Non, c'est pas un piège. Non, mais parce que forcément, chez Périmoni, je te vois travailler et on a besoin de donner des clés à des gens qui sont venus aujourd'hui. Arrêtez, Christophe Réveil, c'est pénible. Pour garantir cette qualité de jeu, Stanislavski, on est en 1908. De 1908 à 1911, il va définir 8 lignes directrices. Je voudrais savoir si ce sont des lignes que tu suis, que tu appliques et qui sont toujours d'actualité. On commence, la première.
reproduire la réalité à partir d'une observation aiguë du monde. Il faudrait être con pour dire non à Stanislas. De toute façon, tout ce Non qu'il a mais, dit. non, mais je te demande pas de dire oui ou non, je te demande de, comment ça s'applique par rapport à tes élèves. C'est-à-dire, l'observation, on ne considère pas comme ça comme étant un élément primordial. C'est-à-dire, quand on joue un malade... Oui. In et out, quoi. C'est d'abord qu'est-ce que je ressens moi et qu'est-ce que je vois du monde. La dernière fois, j'ai un élève qui me dit, il y a 2-3 ans, ouais, mais c'est ton boulot de me faire pleurer. Déjà, si tu te concentres là-dessus, tu vas pas pleurer, mais surtout pose ton portable quand tu es en cours. On était place de Clichy, je fais marche 300 mètres, regarde le monde et reviens. Si tu pleures pas, juste regarde le monde en fait. Et puis regarde-toi, toi. Moi, je suis le premier à mettre des sourires derrière, à faire. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc c'est de déconstruire. Pardon, je parle pas d'anglais, je n'ai pas l'habitude moi. C'est de déconstruire et de la curiosité aussi. Et s'intéresser aux autres. Une empathie. Oui, ça, l'empathie, c'est le. Oui, donc oui, mais tu vois le chemin. Observation, empathie. Ok. Et il faut faire ce trajet-là. Parce que moi, j'en vois beaucoup des jeunes comédiens qui ne font pas ce trajet-là. Ça s'appelle la sélection après, c'est pour ça qu'il y a des acteurs qui. Puis il y a des très bons acteurs qui tourneront jamais, puis il y en a des très mauvais qui tournent. Enfin là-dessus, moi j'ai pas de. Oui. Alors, deuxième direction. Ouais. Tout, ils vont arriver, t'inquiète pas. On a encore 15 Je minutes parle plus ensemble. après. Encore 15 minutes ensemble. Tout comportement sur scène ou à l'écran doit être justifié psychologiquement par une série de motivations. Oui, mais c'est pareil, c'est pas moi, c'était Jack Walser qui nous a dit tout le monde parle de Stella Adler, mais c'est Luther Adler qui lui avait dit, parce que Jack il s'était formé chez tout le monde. Donc il disait putain, Meisner il dit un truc, ta sœur elle dit qu'il faut faire les actions. Moi les actions j'ai mis du temps à comprendre. Et il disait mais quand j'écris, des fois, alors le moment par moment fait que l'action que j'avais prévue chez moi en dépiotant le scénario, elle marche plus. Et Luther Adler a dit non mais écris les actions au crayon gris. C'est-à-dire tu prévois quelque chose mais tu peux pas nier le moment par moment, donc il faut te réajuster en permanence. Alors, on va essayer de vulgariser un peu les choses. La motivation, c'est pas tant de se dire ce que je vais jouer là, c'est le qu'est-ce qui précède la scène alors on qui va c'est là. prendre 3 minutes, mais vraiment, parce que je peux t'expliquer en une anecdote. C'est un jour, j'arrive chez Netflix et le mec me dit excuse-moi, le co-scénariste, il me dit premier rendez-vous, il me dit excuse-moi, l'acteur studio, et donc je dis alors excusez-moi, alors moi déjà, alors je vois Djibril et Nawel qui se lèvent en disant bon, Alors, Christophe étant timide, il va pas oser se défendre. Et j'avais pas envie au début, je m'étais dit, j'ai pas envie de bosser. J'aime bien bosser avec les acteurs parce que c'est tranquille ou un réal, mais quand il y a trop de monde qui décide, t'es pris à partie dans des trucs, bon bref. Et j'ai juste répondu au mec, je fais, alors ça a l'air d'être une insulte chez toi, Acteur Studio, dans ta bouche, pour moi c'est un honneur, je te remercie, mais j'ai été recalé à l'Acteur Studio. Et deuxièmement, je dis donc toi c'est une action. Donc si on va prendre un truc très bête, un penalty. Là, les élèves ils connaissent tous cette anecdote, mais tu dois tirer un penalty. Donc si je fais ça, on leur attend, si je fais, c'est bon, il me fait ouais, je fais bah. C'est un penalty, moi c'est ce que je dis, ton action, c'est un penalty entre potes, tu payes l'apéro à tout le monde à la fin, un penalty en finale de Coupe de France ou un penalty en finale de Coupe du Monde. Deuxièmement, le lieu, c'est-à-dire t'es dans le camp ennemi, les supporters, t'es quoi, t'es noir, t'es blanc, ils sont racistes, ils sont pas racistes, ils te détestent pas, c'est PSGOM, c'est quoi 3, t'es Baggio, je fais tu connais un peu le foot, il me fait oui, je fais bon Baggio en 94, tu vois quand il rate le penalty en finale de Coupe du Monde, il me dit oui, je fais bah c'est même pas qu'une finale de Coupe du Monde, il y a le personnage qui rentre en question. Baggio, à 5 ans, il avait promis à son père qu'il gagnerait la Coupe du Monde contre le Brésil en finale. Il est en finale, il met sur le poteau et ça sort. Et le lendemain, il y a marqué Judas devant le Vatican avec des photos de lui. C'est ton boulot de scénariste. Il y a le personnage, le lieu, les enjeux, il y a tout. C'est ce que je disais là. C'est Camus et Sartre. Quoi. Si tu dis, il y en a un qui a refusé, ouais. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le veux? Quelle est la conséquence? Si tu n'as pas l'enjeu, le lieu, tout. Il y a tout qui rentre. Ligne 3. Toute émotion exprimée doit être authentique et puisée dans une mémoire affective. Pas tout. Alors, est-ce que tu peux nous définir une mémoire affective? Une mémoire affective, c'est un truc qu'on a c'est Strasberg qui a inventé ça, c'est les mémoires sensorielles. Et là, je vais me faire plomber par tous ceux qui connaissent, ils vont me dire non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. C'est quelque chose que. Une mémoire sensorielle, ça peut être soit. Alors, mémoire affective, vraisemblablement, c'est quelque chose que tu as vécu. Puisque tu recrées quelque chose que tu as vécu. Voilà. Le cerveau, enfin après, il faut étudier, moi je suis passionné de science, tout ça, donc les souvenirs et la mémoire, c'est la même partie du cerveau. Donc de toute façon, que tu aies vécu les choses ou que tu aies imaginé que tu les aies vécues, ton corps pense que c'est vrai. C'est l'histoire du poisson marseillais, quoi. Le mec, tu chopes un poisson, si tu le prends en photo, à force qu'il raconte l'histoire, et à chaque fois que tu racontes une histoire, elle change, tu changes ton souvenir. Et à la fin, le mec dit, je te jure, j'avais un poisson, et puis tu lui montres la photo, il est sincère, il te dit,
Putain, je te jure, dans ma mémoire, il était plus gros. Donc c'est bien que, de toute façon, que ce soit imaginaire ou réel, ton cerveau se rappelle, on porte bien des choses, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens plus intelligents, on porte des choses en nous de plusieurs générations. Et en fait, nous, c'est Robert Duval dans le docu qu'on a fait avec Antoine et Joël qui dit « Vous avez beaucoup en vous, que vous n'imaginez même pas ce que vous avez en vous en tant qu'acteur. » Moi, je pars du principe que si tu fais bien le taf, un travail conscient, c'est ce que disait mon prof, il disait c'est un travail conscient pour un résultat inconscient. Et après, il y a 20 000 façons de travailler, et c'est ça qui est terrible, c'est que les acteurs, ils me payent, mais j'apprends vraiment, c'est pas de la fausse humilité, c'est que chacun est différent, et tu apprends des trucs, tu dis putain, j'ai jamais travaillé comme ça, c'est intéressant quand même. Mais il faut quand même alimenter sa mémoire affective. C'est là où on peut dire que le métier d'acteur, pour citer Césarée Pariset, c'est faire le... sûr que tu as dit ça, c'est le métier de vivre. Donc tu fais des questions. Non, mais faire le métier de vivre, c'est ça. C'est aussi être disponible à ce qu'il nous arrive des choses. Pour enregistrer les choses. choses. Ils diront mieux quoi, eux, c'est des acteurs. Oui, mais toi, pour le moment, tu travailles avec eux pour ça, pour encourager les comédiens, les étudiants avec lesquels tu es, c'est de se mettre à la disposition, être disponible pour recevoir le monde. Je crois, ouais. Oui, mais ça a l'air simple, mais... Ah non, mais de toute façon, un acteur, le mieux, c'est de pas jouer. Et pour pas jouer, il faut travailler énormément avant. Mais si tu es sur scène en disant il faut que je montre ça, il faut que je montre au réalisateur. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes acteurs, même en cours. Je dis si vous arrivez en cours et qu'il y a un prof qui vous dit un jour je t'explique, barre-toi. Hein. Parce que moi, j'explique rien en fait. Par contre, c'est sûr, quand tu travailles pas. En fait, moi, je pardonne l'échec quand on travaille. Mais quand les mecs arrivent les mains dans les poches en disant bon, de toute façon, on ne tirera pas loin. Hein. Les mecs, ils bossent, demande-leur, eux, ils bossent comme des tarés. Moi, je le sais, je travaille beaucoup avec Damien. C'est que ça. Quoi. Après, on aime ou on n'aime pas le mec, d'ailleurs, on s'en fout, hein. C'est pas une propagande sur rien, mais les acteurs, ils bossent, quoi. C'est un métier difficile, les gens pensent que c'est des branleurs, mais c'est pas vrai. Hein. Mais c'est quoi alors l'acteur studio? Est-ce que c'est une école ou c'est bien plus que ça? Pour moi c'est plus que ça. D'abord, c'est pas vraiment une école, l'acteur studio. C'est quoi? C'est un laboratoire? C'est un laboratoire, ouais, c'est un atelier où les gens expérimentent. Et qu'est-ce qu'ils expérimentent? D'abord des bons textes, et puis c'est un endroit où tu peux te planter, et où tu expérimentes ton jeu, donc tu travailles sur des mémoires sensorielles, tu fais des exercices de répétition, il y a quelqu'un qui a peur d'un ce qu'on appelle un moment privé, ça t'autorise de faire un moment privé. En fait, c'est se dire, c'est du jeu. Moi je dis toujours, il faut être bienveillant, c'est du jeu. Je sais qu'un jour j'avais dit à un pote comment on faisait pour avoir le pass à l'acteur studio, et moi j'avais pas eu cette chance, mais lui quand il y est allé, il m'a dit, il y avait Hervé Guettel qui était modérateur. Il y avait un mec qui jouait un addict au crack. Et à la fin de son impro, Harvey Keitel s'approche de lui parle, l'acteur répond, et il dit voilà, c'est bon, moi j'ai fini, je voulais juste savoir si tu avais pris du crack avant de monter sur scène, je vois que non, j'ai été addict au crack, et tu m'as mis en manque, j'ai rien à dire. Et le mec est inconnu, cet acteur, on le verra jamais. Il a donné une leçon, et c'est ça qui est fascinant, c'est que tu dis en fait, en travaillant, on peut même jouer des choses qu'on n'a jamais expérimentées. On expérimente aussi ses émotions, parce que la spontanéité, ça se travaille. Mais oui, de toute façon, tout se travaille. Oui, mais travailler les émotions, pour ceux qui ne sont pas acteurs... Il ne faut surtout pas travailler les émotions, il faut travailler les stimulus qui amènent les émotions. Si tu joues une émotion, ça ne marche pas. Alors c'est quoi le stimulus? Le stimulus, ça t'arrive quand tu marches dans la rue, d'un coup tu sens un parfum et tu dis tiens, c'est marrant, ça me rappelle mon enfance. Ça, c'est un parfum, une musique. Ça te rappelle, ça te plonge dans un certain état, donc c'est bien qu'il y a des choses qui te replongent... des noms, des témoignages. C'est ce que je dis aux gens, en fait. Moi, mon boulot, voilà, on va le résumer comme ça. Il y a un scénario, et moi, mon boulot, c'est de... En fait, le scénario, c'est comme si c'était des notes de musique noires. Et moi, mon boulot, c'est de faire les silences entre les notes. C'est tout ce qui n'est pas écrit, mais pas avec grand respect pour les scénaristes. C'est-à-dire que t'es chez ton amant, tu rentres chez toi, maintenant, on va bosser le chemin entre chez ton amant et chez toi. Et généralement, les acteurs te disent, oui, c'est pas écrit. Tu dis, je sais que c'est pas écrit, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est à la fois, c'est travailler sur l'imagination. C'est toute la différence entre Strasberg et Stanislavski. Strasberg, c'est la partie inconsciente, et Stanislavski, c'était plus... C'est pour ça qu'il faut prendre chez les deux. Voilà, c'est d'aller chercher l'imagination, donc il faut la nourrir, cette imagination. Oui, tu sais, c'est comme Patrick Devers, ça paraît fou de dire ça, mais Patrick Devers disait, moi j'improvise pas, mais c'est pas vrai en fait. Il a improvisé dans la structure. Donc c'est vrai qu'il faisait pas n'importe quoi. Il faisait pas la mauvaise impro. Il y avait une structure, mais dans la structure, il était libre. Donc lui, c'est terrible, parce que je suis en train de dire au mec, non, tu sais pas ce que tu fais. En fait, mais je suis désolé, il a improvisé, en fait, mais dans la structure.
Tu as cité tout à l'heure les moments privés. Ça, c'était un des éléments dans la boîte à outils de Strasberg. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un moment privé? Parce que ça fait partie du travail avec les comédiens. C'est quelque chose que tu dois faire devant les gens en cours et que tu ne ferais pas si tu étais chez toi, à part si tu es tout seul. C'est pas forcément se masturber. Oui, c'est ça, hormis un acte sexuel. Non, mais tu pourrais aujourd'hui, non, avec le hashtag et tout, tu fais rien de non, tout mais ça. même Strasberg mais disait... voilà, mais c'est pas ça, parce qu'un moment privé, ça peut être chanté pour quelqu'un. Mhm. Je sais pas, ça peut être chanté, ça peut être... C'est quelque chose que tu ne ferais pas en public et que tu te forces à faire en public. Se mettre nu, j'en sais rien, il y a des gens que ça gêne. Moi, ça me gêne pas, par exemple. Je vais pas me foutre à poche, mais il y a des gens que ça gêne. Donc, un moment privé pour moi n'est pas un moment privé pour toi. Donc, il faut pouvoir le Mais en fait, travailler. c'est ce que je dis aux élèves. Moi, je fais le vrai boulot, surtout ceux que j'ai en cours. Je leur dis le vrai boulot, c'est pas quand vous êtes avec moi, hein. C'est d'un mardi à l'autre mardi. C'est quand vous rentrez chez vous, tu dois regarder la vie, quoi. Autre outil pour Strasberg, le Creative If. Il avait appelé comme ça, le Creative If. Ouais, le Magic If. Magic Si, If. Magic. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, si, c'est passé ça. Si, oui, pardon. Si, c'est passé ça. Et souvent, en fait, les acteurs, on s'arrête tous, c'est d'aller creuser. Qu'est-ce qu'il y a derrière le... Mon prof, il disait souvent, il faisait un Derrick, quoi. C'est-à-dire, les acteurs, ils ont du pétrole. Et tu le vends quand tu mets... En fait, il faut arriver avec un minimum de mots à trouver l'essence de la situation, l'essence de ton personnage. Parce que les acteurs, quand tu leur dis c'est quoi qui touche, ils font c'est mon frère qui, je fais stop. Déjà, ça te concerne. Et un frère, c'est quoi un frère? Bah, c'est mon frère, oui, mais il y a des gens, ils vont dire mon frère, c'est un connard, et il y en a qui vont dire mon frère, c'est toute ma vie. Donc, c'est quoi mon frère? Et là, en fait, ce qu'on attend, c'est, si c'est ça, hein, c'est de dire c'est une personne qui compte, c'est la personne qui compte le plus sur nous. Ah, ok. Et souvent, en tout cas les jeunes acteurs, ils pensent qu'ils vont pleurer parce qu'il y a des situations dramatiques. Et moi, je leur dis, tu sais, le sourire sur le visage de quelqu'un que t'aimes peut te bouleverser si tu n'arrives pas à le faire sourire. Cherche pas le drame, en fait. Autre exercice mis en place par Strasberg, l'animal exercice. Ça, c'est pour la physicalité. C'est ce que je te dis. Si tu travailles sur moi, travaille sur un pingouin. Ou alors, tu mets moi en prototype. Et en fait, ça va te donner une façon de voir les choses. Un autre exemple, au moins je peux parler de moi, j'étais en cours, moi, et mon prof, il me dit séduction active. Alors ça, on appelle ça des résultats émotionnels. C'est-à-dire qu'ils parlent comme les réalisateurs, pas parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est pas méchant, ils disent, voilà, dans le scénario, il y a écrit le mec est un grand séducteur. Et donc moi, j'y arrive pas à ça. Moi, je suis dans les bars, Damien se moque de moi souvent, parce que je dis merci. Bon, et il vient me voir, il me fait, mais donc t'arrives pas? Je fais, ah non, il me fait, pourquoi? Je dis, bah, je suis pas James Bond, quoi. Il me fait, ok. Bah, vas-y, c'est quel James Bond t'aimes? Je dis, bah, Roger Moore. Il fait, ok, t'es Roger Moore. Je te jure, d'un coup de ça dit, ah ouais, mais si je suis Brad Pitt, c'est mec. Voilà, les choses, il suffit de ça pour oser, quoi. Tu m'as juste dit, mais si t'es Brad Pitt, ah, mais si je suis Brad Pitt, mec. Oui, Christophe. J'ai 15 cm en plus, j'ai pas les pieds en canard, j'ai les abdos, je suis beau, quoi. Oui, mais alors, si je suis beau, je peux faire ce que je veux. Revenons à C'est l'exercice de l'animal. Chez Strasberg, que reprendra Stella Adler, c'est d'imaginer, là encore, de demander à l'acteur d'envisager ce qui est le mobile du personnage et de le transposer comme étant un animal. L'exemple le plus connu, c'est quand De Niro fait Taxi Driver et il lui demande de penser à un crabe. Parce qu'il y a un moment, un crabe, ça se déplace toujours de côté, jamais en face. Mais ça se voit pas, tu vois, il n'a pas fait le crabe. Mais tu pars du crabe et après, c'est ce qu'on appelle... Jacques, il disait « you make it your own ». Tu t'appropries un ou deux éléments de l'animal qui vont t'autoriser, tu vois, une autruche. Tu vas pas faire, au début, tu fais l'autruche, mais en fait, moi, je sais que j'avais gardé juste ça te donne un personnage, quoi. Et en plus, ça te fait penser différemment. C'était une autruche. Je sais que c'était Antoine qui avait travaillé sur à l'époque, avant le Covid, donc c'était avant que ce soit à la mode, mais on aurait dit un psychopathe, et juste le prof lui a dit, tu travailles sur quoi? Antoine, il dit sur un virus. Donc je sais pas si je vais rentrer. Tu vois, au lieu de se rendre intéressant, de faire. Il était vraiment là à dire, mais je vais rentrer par là, ou je vais me niquer par là, ou je vais passer par. Et en fait, ça devenait un psychopathe. Et après, il y a les pensées réelles. Si tu veux qu'on accélère pour qu'ils viennent sur scène, les pensées réelles, c'est quoi les pensées réelles? Les pensées réelles, c'est d'être là complètement et de ne pas dire. En fait, ce que tu penses, tu peux pas le nier. Moi, c'était un prof chez Strasberg, quand j'étais un peu feignant, je parlais pas anglais, j'avais fait tai chi, je me suis dit là, ils vont me foutre la paix. Moi, j'ai un corps de. C'est pas grave, je vais aller chez tai chi. Et je crois que c'est celui qui m'a donné un des meilleurs conseils. Il a dit il faut accepter la douleur. Quand vous ressentez la douleur, ne la niez pas. Ne dites pas non, j'ai pas mal. Acceptez et diffusez-la.
comme dans votre travail de l'acteur, quoi. Quand vous ressentez quelque chose, vous ne pouvez pas le nier. Donc mettez-le au service de ce que vous êtes en train de faire. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est tellement dur à faire. C'est accepter d'être là dans le moment. On ne dit pas la méthode, on pourrait dire les méthodes. On a parlé de Strasberg, et dans les grands autres pédagogues de la méthode, il y a Stella Adler. Et Stella Adler, ça pourrait se résumer pour qu'on aille vite. Acting is doing. Ouais, et puis elle regarde le scénario, il y a des actions et. Voilà, acting, c'est-à-dire que jouer pour elle et faire sont des actions identiques. Ce qui a l'air très très simple. Sauf que quand on regarde un peu le cinéma français, on va tirer un peu sur le cinéma français, on joue et on fait. Ah non, attends, je fais et je joue. C'est compliqué de mêler les deux. Et elle disait que pour qu'il y ait une vérité, jouer c'était d'abord faire. C'était pas forcément dire. Mais c'est comme dans la vie, hein. Les gens qui te disent je suis un mec génial, c'est pas ce que tu dis, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois de toi. Et après, mon prof aussi disait ne soyez pas un acteur, soyez un réacteur. Tu réagis en fonction de l'autre. Et quand tu as des bons scénars, des bons réals et des bons acteurs, généralement ça donne des bons films, quoi. Autre élément important que Stella Adler pose, oui, ça va, ils arrivent, on est 2 heures ensemble, ça va, on pose un peu des éléments parce que forcément, eux, ils vont pouvoir réagir dessus, mais il faut pouvoir l'installer. Ça va, Damien, ça va, l'eau? Ils sont bien, tu vois, ils sont bien. Cool. Ce qui est important, non, parce qu'elle donne des clés, elle parle des 4 W. On les rappelle, les 4 W. What you want, why you want, what the consequence if you don't get it. Ouais, voilà. C'est-à-dire que vous devez savoir ce que vous faites, à quel moment vous le faites, pourquoi vous le faites. Mais ça, quelle est la conséquence si vous ne l'avez pas, l'enjeu. Voilà, mais ça a l'air tellement important de se dire que ce qui se joue, ça n'est pas là. Il y a eu des précédents et il y aura des conséquences. Et si on s'est construit cette histoire-là, on connaît la motivation du personnage qui joue la scène. Oui, et souvent ce qu'on me dit aussi, c'est « Ah mais ça j'en ai pas conscience, mon personnage n'en a pas conscience. » Je dis « Non, je sais que ton personnage n'en a pas conscience, mais toi en tant qu'acteur, tu dois savoir ce que ton personnage ne sait pas pour savoir quel est ton chemin à faire pour arriver jusqu'au... » En fait, il y a l'acteur et il y a le scénario. Et il y a des acteurs qui comprennent un scénario là et surtout ne pas intervenir dans ces cas-là, tu laisses les choses. Moi, mon boulot, c'est quand l'acteur est très loin de ce qu'il a à jouer. Tu vois, c'est Sartre. Si t'es né dans... Si t'es un bourgeois et que tu joues de ta bourgeoisie, mais pas parce que c'est pas méchant, c'est juste que c'est ta vie. T'es obligé de... Donc moi, je suis en tout cas un gros bosseur, donc j'ai besoin de lire, d'aller comprendre qui est la personne qu'on va jouer, enfin que l'acteur va jouer, pour savoir le chemin qu'il a à faire. On a cité Stella Adler, on va citer un autre grand, qui est Sanford Meisner, et sa technique. Alors là, moi, c'est le repetition exercise. Voilà. Ça, moi, je ne l'accepte pas parce que pour lui, il le dit. Ah si, tiens, je peux. Il dit les acteurs souffrent en général de 2 défauts majeurs. 1, ils n'écoutent pas leur partenaire. Et 2, ils sont trop repliés sur eux-mêmes. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que plutôt que de travailler sur soi, Meisner dit il faut prendre conscience de ce que l'autre nous envoie. Oui, mais ça a l'air très simple parce que toi, tu le mets en place. Mais, non, mais oui, ils le mettent en place aussi. Oui, mais on va les interroger là-dessus. Mais après, c'est très compliqué. L'acteur, pour dire que... Il y a aussi des peurs, c'est-à-dire quand on leur fait, il y a des cours où on te dit voilà ce qu'il faut faire. Bon, moi, au début, j'allais aussi dans ces cours. Et puis jusqu'au jour, il y a un mec qui dit moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Par contre, ce qui est sûr, je vais te dire ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, un acteur, tu es obligé de réagir dans la vie si tu rentres et que quand tu parles à ta femme, tu dis ouais mais pourquoi t'étais pas là et qu'elle fait il n'y a qu'un acteur qui le voit pas, c'est pas écrit dans le scénar, mais dans la vie tu le vois et ça t'agace. Donc tu ne peux jouer que moment par moment et tu ne peux que réagir avec ce qui se passe. Donc il y a un scénario qui donne un chemin quoi. Et après il y a le moment par moment. Mais alors pour justement avec soi-même et avec l'autre. Pour recevoir l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment une partie de ce qui se joue n'est pas ce qu'on se dit, mais ce que l'autre va nous dire. Meisner met en place la répétition mécanique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Sinon, il y a t'as des élèves à toi. Non, il y a Aude qui peut l'expliquer parce qu'elle l'a mieux fait que moi dans un truc qu'on faisait ensemble. Là. Mais c'est quoi alors répétition? Ça, c'est qu'en fait, c'est un exercice qui est mis en place en fait pour empêcher que les gens soient dans le mental. Donc il est fait de telle sorte que tu ne peux plus être dans le mental parce qu'on te donne des directives qui t'empêchent de penser. Il faut être à l'écoute donc de et tu ne peux que être à l'écoute de ce qui se passe en face et ce que tu ressens. Et on se rend compte en tant qu'acteur, les trois quarts, même quand tu commences, tu te rends compte que tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens vraiment. Ça veut dire que ton instrument le bloque. Non, jamais de la vie. Mais moi je suis pas acteur, jamais toi non de la plus, vie. mais pour que les gens comprennent. C'est quoi? T'es en colère? Non. T'es en colère? Non, mais c'est T'es en colère? Ils ont qu'à regarder le docu. Ils ont qu'à regarder le docu. Non, mais ça, je le ferai pas. Toi, tu le feras pas. Non, mais c'est parce que c'est l'enfer. C'est parce que c'est l'enfer. Je peux pas. C'est très compliqué. En plus, mais c'est vrai que c'est un exercice qui est chiant. Si tu le fais, je pense que les gens s'en vont. Mais nous, on le faisait 4 ans. En fait, je compare le mec qui nous a formés à un maître sushi. C'est-à-dire qu'avant de toucher le couteau, il fallait 4 ans. Et le poisson, c'était 8 ans. Et qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent arriver. Et tu te dis, bah, mine de rien, au moins, quand on montait sur scène, et puis, ce qui se passait sur scène, ça mettait la barre tellement haute que tu avais intérêt de bosser, quoi. Parce que si tu bossais pas, tu... Quand on a tous ces outils, Christophe, forcément, on aborde la notion de la mise en scène. Parce qu'il y a un moment, et on va en parler avec eux parce qu'on va les accueillir, ouais, c'est la libération. On sait que la direction d'acteur, c'est la prérogative du metteur en scène. Mais est-ce qu'un coach, à un moment, il touche à ça, à la direction d'acteur, et il fait prendre conscience aux acteurs de ce que c'est que la direction d'acteur? Je sais pas si je fais pas, en tout cas, pour moi, je peux pas parler, parce que coach, c'est un mot qui me... En tout cas, je crois que les frontières, elles sont poreuses. C'est-à-dire que un scénariste, il écrit le scénario, mais un acteur, quelque part, s'il improvise des fois, c'est un peu du co-scénario, mais tout en gardant que c'est le scénariste. Et la réal, c'est pareil. En fait, c'est des métiers où on se mélange. Si un acteur sent pas la lumière, et si un acteur s'accapare pas le scénario pour le faire sien, en fait, tout ça, c'est des problèmes d'ego, c'est de savoir, ah, c'est moi qui ai écrit, c'est moi. Honnêtement, on s'en fout. L'important pour tout le monde, c'est de faire un bon film. Donc, les frontières, elles sont poreuses. Je pense qu'un acteur, quelque part, à un moment donné, il devient co-scénariste et co-réal. Et un réal, s'il est malin... Souvent, moi, en tout cas, je sais que le peu de réalisateurs qui ont peur de savoir qu'il y a un coach, et donc tu as les acteurs qui viennent te voir en disant qu'il ne veut pas de coach. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est dommage parce que je ne suis qu'au service de leur film. Moi, je n'ai pas la prétention. C'est comme quand les acteurs, tu donnes des idées. Moi, je dis souvent en rigolant, je dis, l'avantage que j'ai, c'est que quand ils font bien le taf, les gens pensent que j'y suis un peu pour quelque chose. Quand ils le font mal, je peux toujours dire, ils m'ont pas écouté. Mais la vérité, c'est que ça leur appartient. En fait, les acteurs et les réals, quand c'est eux, me payent pour creuser avec eux. Mais c'est les acteurs qui font le taf. Ce que je veux dire, c'est que quand je sais pas de la fausse modestie, quand je dis non, pas besoin de moi. Par contre, je sais que si tu me prends comme en cours ou quoi, je vais pas t'enfumer, je vais travailler dur. Et quand j'ai pas la réponse, je peux t'appeler 3 jours après en disant, tu sais ce qu'on avait dit là, lis tel bouquin, écoute ça, écoute cette interview. Mais souvent, les gens font pas le taf. Tu donnes plein de pistes, tu travailles plus. Pas les acteurs pas pro, on s'en fout, mais souvent, je trouve que ça manque de travail. Ben, on va en parler du travail. Voilà. On accueille. Ah ouais. Allez, nous de l'âge, Damien Renard. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, ça marche. Pardon, moi, je suis attaqué un rhume, quelque chose comme ça, je sais pas ce que c'est. Donc je vais tout faire pour paraître hyper en forme et être complètement avec vous. Mais je m'écarte un peu. Nous, ça va? Moi, très bien. C'est la seule qui est pas mal. On n'a pas raconté trop de bêtises? Bon, non, on peut bien dire ce qu'on veut, de toute façon. Ok. Personne n'a raison. Alors ça c'est bien. On va commencer par ça. Parce qu'on a conçu cette deuxième partie par rapport à votre travail. Je pense que tous ceux qui sont ici, ils ont besoin d'envisager comment vous approchez votre travail et votre condition. Et votre condition, c'est la plus belle au monde puisque vous faites le plus beau métier du monde, vous jouez. Mais ça consiste en quoi, jouer, Lou? Un acteur, quand il joue, qu'est-ce qu'il fait? Bah déjà, il faut aimer ça, parce que pour moi, je vous écoutais parler du talent tout à l'heure,
Mais c'est quoi le talent? Je pense que c'est du désir, c'est du plaisir, c'est une joie, ça rend heureux, c'est un endroit où on se sent... Moi, je sais que depuis l'enfance, j'ai aimé le théâtre parce que ça me rend heureuse, tout simplement. Et donc, c'est le plus beau métier du monde si on aime jouer. Moi, je connais des gens pour qui ce serait la plus grande torture du monde. Et pour qui c'est le plus beau métier du monde à regarder en tant que spectateur. Mais de l'intérieur, ce serait une souffrance. Est-ce que c'est décalé aussi ton rapport au réel pour que l'imaginaire vienne un peu cautériser les choses qui sont pas très agréables du monde? Je sais pas, parce que le réel, je trouve qu'on le transforme à partir du moment où on pose déjà son regard à soi sur le monde. Donc c'est quoi le réel? Je crois que ça existe qu'à travers notre émotion, nos sentiments, notre histoire, notre culture. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas un réel, je crois. Donc après, c'est donné à voir à travers un film. C'est pour ça que travailler avec des gens passionnés, par exemple, c'est formidable, parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui donne sa façon de voir le réel, sa façon de le ressentir, sa façon de rire. Et ça, c'est son réel. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une façon. Damien, qu'est-ce qui se passe quand vous jouez? Plus beau métier du monde, je sais pas, je pense qu'il y a un métier magnifique, enfin autre que le métier d'acteur. Il se trouve que je fais celui-là maintenant, mais peut-être que je prendrai bientôt ma retraite. Et moi c'est... Il le fera jamais, il aime trop. Piccoli avait dit qu'il le ferait peut-être aussi, c'est vrai qu'il l'a jamais fait. Mais non, moi c'est un peu arrivé pareil. Moi j'ai commencé tard, j'ai commencé à 33 ans, donc enfin tard. Tout ce qui était école, cours, tout ça, de toute façon c'était impossible pour moi, parce que c'est malheureusement limité très souvent à des âges comme 25 ans. Souvent je suis au conservatoire, notamment. Alors que souvent on se découvre un peu finalement ce qu'on a envie de faire dans la vie, des fois à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et c'est un peu triste que tout ça soit fermé et limité à des histoires d'âge. Ou aussi souvent lié à des histoires d'argent, aussi, il y a beaucoup d'écoles très chères. On ne sait pas trop si on y est parce que finalement on a quelque chose à y faire et qu'on a un rapport avec ce métier, ou si on y est parce qu'on leur file 500 balles par mois. Donc mais j'ai voulu faire ce métier parce que moi ça s'est déclenché, c'est pas du tout un rêve d'enfant. J'ai vu une pièce de Shakespeare un soir qui s'appelait Mesure pour mesure. Et je me suis dit, putain, ils ont l'air tellement heureux sur scène. Et puis j'ai vu en dehors de après que la pièce soit terminée, ils avaient l'air tout aussi heureux. Enfin, je sentais un truc de vie, un plaisir il y a quelque chose qui se passait. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et puis voilà, le lendemain, je me suis inscrit dans les écoles de cinéma, enfin, fait quelques écoles comme ça pour les faire de la figuration, enfin jouer. J'étais inscrit dans quelques cours, et puis voilà. Et puis après, j'ai fait des courts-métrages, mais je crois que c'était pareil. En fait, l'élan de base, c'était ça, c'était tiens, de toute façon, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Je fais plein de trucs, je mène plein de vies, mais tiens, je crois que j'ai envie de ressentir ce qu'ils ressentent. Puis maintenant, je commence à comprendre. Qu'est-ce que tu commences à comprendre? Je commence à comprendre ce qui m'anime dans tout ça. Enfin, tout grandit. Enfin, de toute façon, en plus, c'est des histoires de muscles. Enfin, je sais pas moi, au tout début, pour apprendre 3 mots, parce que j'avais une silhouette dans un film, j'avais une semaine, j'étais en panique, je prenais 3 Lexomil. Et puis, en fait, maintenant, on bosse 10 pages en 2 heures. Et enfin, il y a des trucs, tout grandit en fait. Mais parce qu'il faut se. Là, je suis parti ailleurs. Non, c'est vraiment parce que je vais approfondir cette question qu'on va fouiller en invitant Peter Fonda dans cette conversation. Henri Fonda, pas Peter, ouais. C'est son père, c'est mieux. Henri Fonda disait que pour jouer, il avait l'impression de revêtir des masques qui lui permettaient d'exprimer des sentiments qu'il n'aurait jamais exprimés lui-même. Alors, est-ce que jouer, Damien et Lou, c'est porter un masque? Vas-y. Non, c'est toi, Damien, c'est bien. Moi, j'adore ça. Se déguiser. Enfin, c'est le truc de. Enfin, moi, effectivement, dans la vie, il y a plein de choses que je ne sais pas vivre, et où je n'ai pas vécu, et où je n'exprime pas, on va dire. Et par contre, qui existe dans des films.
Donc j'ai pu accéder à des choses, et en plus c'est des vases communicants, c'est-à-dire que maintenant que la porte s'est ouverte dans un film, ça s'ouvre dans ma vie, enfin, ça communique. Mais il disait quoi oui, le masque. C'est de porter un masque. Mais après, après moi j'ai toujours eu un grand plaisir à me déguiser, à me transformer. Donc c'est vrai, jouer ce que je suis dans la vie, ça m'arrive d'accepter de le faire pour un film ou deux. Enfin, je parle physiquement ou en termes de personnalité. C'est cool, mais en vrai, ça m'intéresse pas tant que ça. Avoir la même coupe de cheveux toute ma vie, et passer dans tous les films comme ça, ou alors c'est un concept, c'est intéressant. Et j'ai un grand plaisir, moi, à perdre 10 kilos, à en prendre 15, à changer des choses, à me modifier, à me déguiser, et pour autant, je suis qu'au début, j'espère avoir l'occasion de pouvoir me déguiser encore plus. Mais, oui, donc c'est porter des masques, mais c'est pas des masques en fait, c'est parce que c'est pas se cacher. C'est s'effacer. C'est vrai qu'avec le masque, il y a l'idée de se planquer derrière quelque chose. De planquer en tous les De cas plan- de se ses émotions. Oui, c'est Et d'aller chercher d'autres émotions qu'on Ouvrir le ne robinet. pourrait pas. C'est un masque qui ouvre tous les robinets. Alors on note cette phrase, c'est un masque qui ouvre tous les robinets. Ça a du sens. Ouais. Lou, est-ce que toi tu as l'impression de porter un masque? Quand tu es par exemple dans la boîte noire, c'est un des derniers très grands rôles, tu joues, tu travailles dans le monde de l'aviation, est-ce que le masque de cette jeune femme, elle t'aide à accéder à un monde intérieur que tu ne connaissais pas et qui va t'aider? Moi j'ai un problème avec le mot, mais peut-être parce que je ne mets pas la bonne définition derrière. Parce que le mot masque, pour moi, il y a quelque chose où ça vient couvrir et ça vient cacher, alors que c'est l'inverse. On est là pour donner à voir. Et c'est pas parce que, bon, moi je ne suis pas Noémie Vasseur, ça s'appelait comme ça, je ne travaille pas dans l'aviation, mais ça reste mon visage, ça reste mes émotions, ça reste mon ressenti, ça reste. Et finalement, c'est pas une coupe de cheveux et un costume qui camoufle ça. Ça cache rien du tout. Ça, c'est de l'esthétique. Ça, c'est pour raconter une histoire. Mais par rapport à ce que dit Damien, est-ce que toi aussi tu as ça, la transformation de pouvoir, et tu t'aimerais aller vers ce rôle-là, la métamorphose, on va en parler un peu tout à l'heure, l'américain, l'acteur studio, on l'a vu, Christian Bale pour The Machinist, il joue beaucoup là-dessus, parce que le corps devient aussi un costume avec lequel on travaille et on fait accepter son personnage. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'aident quand tu travailles? Bah oui, mais moi j'ai d'abord aimé le théâtre. Le cinéma, c'est un peu arrivé comme une surprise. Au départ, moi, petite, j'ai aimé le théâtre et je voulais faire du théâtre. Je suis montée à Paris pour faire du théâtre. Et parce qu'aussi, j'avais cette chose-là qui m'attirait, où j'ai fait de la comédia, où on pouvait être un vieux monsieur, on pouvait être un homme, on pouvait être une femme, on pouvait devenir gros, on pouvait, malheureusement, pas trop grandir, et ça, oui, mais ça, je l'ai trouvé au théâtre beaucoup. Et je trouve ça pour ça d'ailleurs génial. Donc oui, et puis j'ai des souvenirs enfants d'aller regarder Monster en cachette, et je le trouvais, Charlize Theron, d'un coup horrible, immonde et génial, et de me dire, ah ouais, on peut explorer le monde comme ça, mais c'est un voyage formidable. Moi aussi, j'ai envie de voyager dans le regard des gens qui d'un coup n'est pas arrêté, où en fait on peut ouvrir les horizons, on peut ouvrir une façon qu'a quelqu'un de nous regarder, on peut transformer tout ça. En fait, on est très limité dans la façon qu'on a de regarder quelqu'un. On est pauvre, on a un jugement très pauvre, et d'un coup, on peut ouvrir ça. Donc je pense aussi qu'en tant qu'enfant, ça m'a ouvert un horizon qui me faisait aimer la vie, tout simplement, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fout là. Et donc, moi personnellement, ma vie, c'est de chercher des choses et des gens qui me font aimer ce petit moment sur Terre. Alors, ce que tu nous dis, on va interroger après Damien, jouer, c'est la composition ou c'est l'abandon? Pour moi, ça peut être les deux. D'accord. Parce qu'on peut composer, c'est C'est réfléchir compliqué, en amont, c'est mettre en place, c'est activer une machine. Et l'abandon, c'est ce dont on a besoin pour jouer. Et puis composer, justement, ça peut aider à s'abandonner. Il y a des gens qui ont besoin d'énormément travailler, de passer par énormément de techniques et énormément de méthodes, justement, je pense, pour trouver un calme. Parce que pour moi, la base de notre métier, c'est ça, c'est arriver à une détente et à un calme qui nous permet d'aller où on veut, qui nous permet de nous amuser.
Et donc après, chacun, ça, ses techniques et ses façons pour retrouver cette détente. Et le travail, Damien, que vous faites, par exemple, que tu fais avec Christophe, c'est justement arriver à ne plus jouer, en tous les cas arriver sur le plateau pour ne plus jouer et être. Et c'est ce cheminement qui est le plus compliqué à trouver. Je regardais parce qu'il restait que 2 petites bûchettes, mais ça va. En batterie, enfin si jamais il y a un problème, on pourra. Pour répondre à la question, effectivement c'est composé et c'était quoi son... La composition ou l'abandon. Parce que c'est compliqué de s'abandonner. Nous, dans la vie, on n'est pas acteur. C'est super dur devant des émotions d'amour, de colère, de s'abandonner. Sinon, d'un seul coup, ça serait l'anarchie. Alors je sais que c'est déjà l'anarchie, mais la colère, d'un seul coup, on gueulerait tout le temps. L'amour, on ne saurait pas s'abandonner. C'est ça aussi que vous apprenez. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir s'abandonner. Est-ce qu'on sait faire? Je sais pas. Quand même. Attends, faut que je réponde à la question. Comment donc c'est effectivement un peu des deux. Non, je réfléchissais, j'essaie d'être clair. Je sais pas. En fait, le travail. Après le travail, j'ai l'impression que tout le travail artistique, de toute façon, c'est un élan pour aller essayer de comprendre. Enfin, en tout cas, puisqu'on est là pour raconter l'histoire de quelqu'un, on va dire. Là, on parle de cinéma. On pourrait parler on pourrait parler de peinture, on pourrait parler de danse, on pourrait parler de plein d'arts, de tous les arts. Mais donc, le geste principal, c'est donc d'incarner quelqu'un et qu'on y croit au maximum. Alors, des fois, on se rate, des fois, ça marche. Mais donc, l'idée, c'est un élan de réflexion et d'essayer de comprendre qui est cette personne qu'on va devoir incarner. Donc pour ça, il faut bien évidemment s'intéresser au sujet, si c'est à l'époque, si c'est à une époque, effectivement, si c'est quelqu'un qui a existé, plongé dans cette vie-là. Et puis après, faut donc cet élan-là est important puisqu'on est chercher à comprendre cette personne et après à essayer donc aller vers quelque chose qu'on ne connaît absolument pas et essayer pas de l'être, mais en tout cas de s'en rapprocher au maximum et de le transmettre. Enfin, pour moi, voilà, c'est ça. Donc ça déjà, c'est ce qu'il faut mettre en place pour aller vers tout ça. Mais après, moi, je change à Christophe, on fait un travail ensemble depuis longtemps, mais on fait plusieurs travails, en fait. Moi, déjà, je change de méthode de travail tout le temps. Parce que j'ai pas envie d'être dans une mécanique. Alors, j'ai mes petits gris-gris, j'ai mes petits trucs. Alors, est-ce qu'il y a quels sont tes rituels? Non, mes rituels. Alors, à 8h du matin. Mes rituels, ça passe déjà par le fait, effectivement, de beaucoup travailler le texte. Donc, c'est de travailler, je sais pas, avant un tournage, pendant plus d'1 mois sur le texte, ce qu'on fait. Vraiment de connaître le texte en entier. Et puis, pendant que je tourne, après, tous les soirs, ça peut être en 1 heure ou 2 heures tous les soirs, revoir les textes du lendemain, puis ceux de toute la semaine, puis ceux des 2 semaines, et tous les soirs, et tous les soirs, et tous les soirs, tout le temps. Pour être libre, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on est libre. J'aime pas improviser, parce que improviser, sauf sur peut-être des petites choses, mais très légères, mais souvent on tourne en rond, et puis finalement, on répète des choses qu'on n'aurait pas dû répéter. Donc voilà, moi je veux être carré. Enfin, c'est un truc de liberté par le travail, donc c'est beaucoup de texte. Après, je choisis des parfums pour chaque personnage. Parce que on a tous nos odeurs, donc voilà, j'ai besoin de ça. Puis comme ça, sur le plateau, tout le monde sait que je suis là. Que le personnage est là, j'en ai beaucoup. Et alors, c'est des parfums qui vont soit dans le sens du personnage, en fait, je travaille des choses indirectes ou directes. Donc par exemple, pour les intranquilles, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai passé un diplôme de catamaran, j'ai fait de la boxe, tout ça, c'est pas des choses qui sont dans le film, mais j'ai eu besoin de passer par ces choses-là. Donc c'est soit des fois de trouver, de trouver en fait, ce que je fais, c'est les 2 choses systématiques. C'est donc le travail avec Christophe autour du texte, dans la répétition du texte, de fouiller le texte, de se renvoyer la balle comme il dit, parce que le jeu c'est vraiment, c'est un truc à 2 quoi, et c'est à 2 ou à plus, mais c'est vraiment,
ce qui arrive, ce qui le permet le plus de jouer, c'est la partenaire ou le partenaire. Et déjà, apprendre un texte seul, je trouve ça complètement chiant et absurde. Et déjà, de le travailler ensemble, bah, on joue déjà, en fait, tous les deux. C'est vrai, il y a déjà... J'ai eu les plus bons rôles, j'ai joué Emma Stone, c'est super. Scarlett Johansson. Non, mais on C'est joue moi. ensemble, et on trouve des choses parce qu'on joue. Et parce que quand il me renvoie une phrase, tout ça, ben ça me donne quelque chose et que j'y réagis, et puis voilà. Donc ça, putain, je suis en train de me perdre. On est dans les rituels, mais Lou va pouvoir compléter aussi ses rituels à elle. Est-ce que toi aussi, tu as des rituels quand tu reçois un scénar? Vas-y. Ouais, je finis dans une dernière idée. Et le dernier rituel, c'est à chaque fois de trouver une activité, pareil, direct ou indirect dans la vie, je parle, de quelque chose un monde que je connais pas. Donc ça peut être un sport, ça peut être peut-être que pour un film où je devrais jouer un coureur automobile, ben je me dirais tiens, tu vas aller tous les jours voir un tableau au Louvre, rien à voir, mais d'aller à chaque fois dans une errance et dans une nouvelle, ouvrir les yeux sur un endroit du monde que je ne connais pas. Et je sais pas, c'est des choses qui moi me nourrissent, m'emmènent ailleurs. Pour le film, on va parler après de Brigitte. Je me suis inscrit dans une salle de vélo où on fait du vélo sur place qui n'avance pas. J'en avais besoin. Mais c'est des. Voilà. Je me permets, après je laisse la parole, mais parce que ça a l'air d'être. C'est pas vrai, c'est très construit. C'est-à-dire qu'il va chercher des trucs qui sont en rapport avec son personnage. La boxe pour les intranquilles, il pourrait l'expliquer mieux que moi. En fait, c'est pas n'importe quoi. Alors c'est quoi la boxe par rapport aux intranquilles? Il sait très bien, il pourrait le dire mieux que moi, mais comme il en parle, c'est comme s'il fait un architecte, il va se renseigner sur l'architecture, il va prendre des photos d'architecture alors qu'il ne fait pas de photos, donc il s'oblige à prendre la photo. Sur les intranquilles, il est quand même aussi allé à Sainte-Anne, il a trouvé un documentaire que le réal ne connaissait pas, qui a dit putain mais c'est charmé, et du coup il a trouvé un personnage pour s'inspirer, et puis il en parle, et puis il va creuser, et puis sur le film de Brigitte, il a trouvé des trucs pour le décor, il en a parlé aux décorateurs qui ont dit putain c'est mieux que ce qu'on a trouvé. En fait c'est pour eux les frontières, mais toujours avec le respect de dire moi j'ai travaillé ça. Et généralement, les gens, quand ils sont bons, ils prennent, ou ils prennent pas, mais en tout cas, tu salues en disant c'est cool, le mec il bosse, quoi. Je te laisse la parole. Lou, les rituels, est-ce que toi tu as des rituels quand tu reçois un scénar? Est-ce que d'abord tu lis tout le film et après tu laisses reposer et après tu dis bon, maintenant je vais regarder mon personnage, je vais regarder de quoi il est fait. Est-ce que tu prends des notes quand tu lis un scénar? Comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Non, je lis que mes scènes. Tu rigoles. Bien sûr. Non. Je joue tout seul aussi. Oui, non, oui, je vais lire tout le scénario. Et après, ça dépend, parce que parfois on lit des scénarios, c'est pas des propositions fermes, parfois c'est des propositions fermes. Donc je lis pas toujours de la même façon. Et aussi, je trouve que parfois, en lisant, l'envie de jouer s'active naturellement. Et je me mets à avoir envie déjà de le dire, à déjà avoir envie d'y aller. Et il y a des scénarios, en lisant, je me dis oh là 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 là. Vraiment, je pourrais jouer. Là, je sais pas. Alors, je dis ça comme un peu un roman qui m'ennuierait. Parce que c'est compliqué, c'est particulier à lire un scénario. Je trouve ça aussi, c'est un apprentissage. Parce que c'est pas du tout comme un roman ou comme une nouvelle. C'est très spécial. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter là-dessus parce que c'est hyper important. C'est très mécanique. Il y a le nom des scènes, il y a le nom des personnages et ce qu'ils disent. Est-ce que justement, apprendre à lire, c'est déjà envisager au moins ta mise en scène? Te dire, c'est déjà aussi apprendre à savoir si le scénario que tu as entre les mains, il est bien construit, si ça fonctionne. Parce qu'on lit quand même beaucoup de scénarios qui ont beaucoup de failles, qui ont beaucoup de lacunes, qui sont... là, par exemple, j'ai le scénario du film de Woody Allen qui est là, donc j'y pense. Woody Allen, en lisant son scénario, je me disais, c'est incroyable tellement sa mécanique fonctionne. Et c'est rare de lire un scénario où je ne m'arrête pas, ma pensée ne s'arrête pas parce qu'elle n'est pas troublée par une fossée, voilà. Et après, on aime ou on n'aime pas l'histoire, on aime ou on n'aime pas les dialogues, mais en tout cas, la mécanique, elle est parfaitement huilée. Et déjà, ça, c'est rare. Oui, Damien, ici. Non, mais après, les scénarios, c'est un problème aussi, parce que le scénario, c'est un objet qui est arrivé tard, finalement, dans le cinéma. Parce que les premiers scénarios, dans les débuts du cinéma, c'était des fois une page, c'était juste une suite d'événements comme ça, et puis après, il y avait le tournage.
En fait, c'est un objet qui est arrivé qui est arrivé sous cette forme-là pour rassurer les financiers à un moment donné qui disaient mais sur quoi on met le pognon, on va Et puis mettre puisque quoi. surtout ça arrivait beaucoup avec le parlant, parce qu'il y a un moment quand le parlant est arrivé, forcément... Aussi, mais ils avaient bien un objet pour se rassurer de savoir sur quoi ils misaient. Mais après, le problème, c'est qu'un scénario, effectivement, peut être très très bien écrit et où tout est visible déjà. Des fois un peu moins. Alors maintenant, moi, je fais hyper attention aussi à essayer, des fois même sur un scénario qui à la lecture peut paraître un peu pauvre ou un peu, je sais pas, un peu faible, d'aller rencontrer la personne qui va le faire et de se dire, et puis dans quelle esthétique elle veut partir, et en fait, des fois, c'est parce que c'est un outil, en fait, le scénario, C'est un outil de transition, ça n'est pas l'objet. Oui, et après, il va y avoir le tournage, et puis le tournage va aussi être un outil pour le montage, qui va être après, dont des scènes incroyables ne seront pas montées, mais elles auront servi de film. Enfin, c'est des deuils, mais c'est un outil d'un truc qui est fait pour aider à grandir à chaque fois. Et c'est hyper compliqué, mais c'est vrai que il y a des scénarios, après, des fois, même c'est bourré de didascalies qui racontent tout, mais rien, de trucs où des fois, il faut en faire abstraction, des fois, il y a beaucoup de hors-champ, de choses qui ne sont pas dites, mais il faut les sentir. C'est le travail aussi qu'on fait avec Christophe. Des fois, il y a Christophe, non, je peux rajouter un truc, mais parce que c'est intéressant ce qu'il dit, et du coup ça me fait penser que le scénario c'est important. Il ne faut pas penser, c'est comme une note d'intention aussi, c'est important, ça fait chier tout le monde d'écrire la note d'intention, mais c'est hyper important. Mais le truc c'est que souvent tu dis si ma note d'intention ou si ce que j'ai prévu au scénario c'est finalement le film le film au final ressemble exactement au scénario que j'ai écrit, c'est que j'ai pas compris le chemin pour lequel je faisais le film. Je crois que c'est pareil à tous les niveaux. Donc un bon réal, il a le scénar, ça le rassure. Mais généralement, il sera toujours ouvert si quelqu'un a une proposition. Si tu as bossé, tu peux avoir une proposition plus intéressante. Et c'est ça qui est assez riche, enfin, en tout cas quand tu bosses avec des acteurs comme eux, c'est qu'ils ont les réals sont friands de ça. En tout cas, je parle surtout pour Dana parce qu'on a travaillé qu'une fois, mais ils sont friands de ça parce que quand tu as même... Et si c'est pas bon, c'est pas grave, ils ont c'est là, quoi. Lou, on fait le cas concret, on parle du Woody Allen. Tu reçois le scénar, tu le reçois en anglais, en français? Non, en anglais, parce qu'il n'écrit pas en français, donc en anglais. Et on avait un temps donné pour le lire et le récupérer derrière. Ouais. Donc, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de fuite. Il le donnait à un propre, et pas lui-même, ça aurait été à mourir de rire. Il avait notre acteur. Oui, Non, c'était une assistante qui nous l'a amené le récupérer. En anglais donc, en sachant que ça allait être traduit à un moment. Et voilà, Et toi, tu as un papier à côté, tu notes des choses. Est-ce que déjà, tu disais que ça se lit très bien, tu comprends la mécanique, mais parce que ça aussi, c'est ton travail d'expert, c'est-à-dire au fur et à mesure de ton métier, tu es capable de comprendre la structure. Oui, mais celui-là, c'était amusant parce que moi, comme je ne parle pas bien anglais, j'avais demandé à un ami acteur, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien lire avec moi et me traduire tout ce que je ne comprends pas? Donc le pauvre Pablo Poli, je rends hommage ce soir, merci. Non, il n'est pas là, mais je pense à lui du coup. On a passé, c'est très laborieux de lire un scénario pour quelqu'un et de tout lui traduire. Et moi-même à côté, je me disais, ça n'a aucun sens qu'on me propose ce film, je suis trop nulle en anglais. Mais c'est génial, ça m'excite. Et donc j'ai aussi eu la chance, et ça c'est la première fois, d'écouter quelqu'un me raconter un scénario. Et quand il a eu fini de me lire le scénario, j'étais là, mais c'est extraordinaire parce que j'entends bien mieux les choses. Je prends plus de recul. Et lui, à la fin, il me dit, je suis épuisée. Donc il y a ça aussi. Est-ce que justement, en écoutant quelqu'un, visuellement, le film se construit pour toi par rapport à ton personnage? Déjà, tu le vois sur sa façon de se déplacer, sur sa façon J'ai pas trop pensé là, je n'étais pas focalisée sur le personnage qu'il me proposait. Je suivais vraiment une histoire à découvrir. En plus, il y a des rebondissements. Donc, mais même ensemble, on se disait, oh, ah ouais, attends, qu'est-ce qui se passe derrière? On était pris ensemble. On était excités de savoir ce qui allait advenir. Et alors, le travail avec Christophe, justement, hein, un moment où tu prends ce scénar. Pour quelle raison? Quel est ton mobile quand tu te rapproches de Christophe? Allez.
Oui, non. Alors déjà, Christophe, moi je l'avais rencontré avant par Damien, parce qu'il travaille depuis très longtemps. Puisque vous avez joué ensemble avec Oui, Damien on a joué dans un ensemble. film de C'est ça, d'Anne Fontaine. d'Anne On Fontaine. s'était très bien entendu. Blanche dans comme la rêve. neige. Voilà, avec Antoine qui est là aussi ce soir. Et donc, et oui, et j'avais très très peur pour le Woody Allen. Vous parliez de la peur tout à l'heure. Et ça, moi, j'aime pas trop ce sentiment. J'avoue, je suis assez d'accord avec toi qu'à un moment, la peur, il faut pas que ça bloque. Et donc, je pense aussi que j'ai fait appel à Christophe parce que d'un coup, je me suis dit, je suis tellement impressionnée à l'idée de travailler avec Woody Allen que je suis en train de vivre une tétanie. Vraiment, j'étais assise chez moi dans un canapé, donc je regardais tout ce que je pouvais, tous ces films, je regardais lui, et en même temps, j'étais en tétanie. Et je me disais, bon, bah voilà, je suis vraiment tétanisée, je peux rien faire en fait. J'ai juste peur. Ce qui était très embêtant. Et donc j'ai appelé Christophe parce que j'avais besoin qu'en fait juste que quelqu'un, mais comme un parent, me dise ça va bien se passer. Vous avez besoin qu'on te prenne par la main. Et pour info, pour que je la rassure, c'est qu'elle devait avoir vraiment peur. Parce que je ne rassure pas mon monde quand même. Mais par où ça a commencé ce travail, cette prise en main? C'est que vous êtes On s'est rencontrés. vu qu'une fois. Ah bon? Oui. Vous n'avez pas hyper peur, parce que quand on a très très peur, on rappelle. Mais si. Très fort. Bah, aussi, mais non, mais c'est qu'aussi la peur, c'est un mécanisme un peu d'imaginaire où d'un coup on décuple tout dans notre esprit. Donc c'est faire retomber quelque chose. Ça peut être très facile, mais si on ne trouve pas la clé pour le faire, ce que je ne trouvais pas, je pense, parce que vraiment je me disais, voilà, mon canapé, mon meilleur ami, ça va pas du tout. Et donc je pense aussi que ça m'a servi à réenclencher un désir et une excitation et une insolence où je me disais, oh ben j'ai plus envie que tu me dises rien. Et maintenant j'ai envie d'y aller, j'ai envie de pas faire du tout ce que tu m'as dit que je devais faire. Presque quelque chose de l'ordre d'une enfance et d'une insolence qui fait du bien. Moi, c'est ça que j'aime. Mais t'es arrivé donc avec le scénario, vous l'avez, t'es arrivé avec le scénario, lui il l'a lu, ou il l'avait lu avant que vous voyez, et est-ce que tu as pointé une scène en particulier où vous avez repassé? Surtout que moi, je suis vraiment, je pense que je suis pas du tout méthodique comme personne. Hein. Je suis très brouillon, je ne travaille jamais de la même façon. J'aime pas d'ailleurs, sinon ça m'angoisse. J'ai besoin d'aller explorer de façon différente. Je vais pas du tout travailler de la même façon pour chaque personnage et chaque scénario, et en fonction aussi du réalisateur que j'ai en face. Woody Allen, on m'avait dit, il dirige pas du tout, il te parlera jamais, il ne travaille pas avec les acteurs. Donc, je pense que ça avait aussi participé à ma peur. Je m'étais dit, oh là là, je vais être tellement seule. Et je connaissais pas du tout, mais Nils Schneider, j'avais déjà travaillé avec lui, donc je savais que ça se passerait bien. Mais mes autres partenaires de jeu, je les connaissais pas, donc je savais pas. C'était pas rassurant non plus. Mais ton métier fait que tu avais quand même, dans la lecture de ce scénar, identifié les enjeux, les obstacles de ton personnage, les objectifs. Quel travail vous avez fait avec Christophe? Si on prend une scène du film, si on est très concret. On n'a pas travaillé comme ça. Alors, vous avez fait quoi? Vous voudrez rentrer dans votre chambre, là? Non, moi c'est ce que je sais pas quoi te dire. C'est très Bah, bizarre. savoir. En plus, non, c'est qu'on a lu le truc et puis en fait, moi souvent J'ai pas compris pourquoi il m'invitait ce soir. Hein. Il faut... Non, mais alors justement, parce qu'en fait, je te trouve, bah, ouais, ça va te gêner, mais je te trouve hyper intelligente et je me suis dit, au moins, ce sera pas une propagande, genre des acteurs avec qui je travaille tout le temps, et en plus, enfin, à part Damien, mais comme c'est un ami, il peut pas dire non. Tu vois, donc, et puis, j'avais pas envie d'être 2 heures tout seul sur scène, parce que je trouve ça, c'est un truc sur le travail d'acteur, donc c'est en commun accord, on s'est dit, il faut qu'il y ait des acteurs. Et je trouvais ça intéressant, on a bossé qu'une fois, et Lou fait partie des gens où tu dis, je crois pas lui avoir servi à grand chose, mais vous avez bossé sur quoi la fois où tout le vous avez scénar, bossé? c'est-à-dire tu reviens en disant, bah là, tu vois, l'histoire de l'amant, par exemple, c'est avec Lou, je me rappelle, où il y a la scène où elle est chez son amant, elle rentre chez elle, et tu dis ce qu'il faut trouver, c'est au moment, en fait, un mauvais acteur, ce serait, c'est pas ce qu'elle a fait, hein, mais ce serait de dire, ah, je rentre chez moi, là, c'est le moment où j'ai trompé mon mari. Non, en fait, si t'as pas la boule au ventre, comme dans la vraie vie, en fait, fais le chemin, fais ce qui n'est pas écrit dans le scénar. Alors, parce que C'est peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Juste, on remet l'argument du film. Lou, tu es une femme qui est commissaire-priseur, tu es installée dans la vie, et tu vas recroiser un ami de lycée, de collège, et il y a une émotion qui va naître, au point où il va devenir ton amant.
C'est ça l'argument. Et donc la scène dont vous parlez, c'est que... Elle part de chez l'amant, et la scène d'après, parce que c'est très bien écrit, Woody Allen, en plus t'as ses films en tête, donc quand tu les lis, c'est vrai que tu dis putain, c'est une bombe. Et du coup, tu dis, mais en fait, le vrai boulot, il faut écarter les scènes. Mais souvent, je vais prendre un autre Ça exemple. veut dire quoi, écarter les scènes? C'est-à-dire que justement, il y a si on était au cinéma là, on verrait Lou avec son amant, ils viennent de faire l'amour, elle fume une clope, hop, et après, elle rentre, enfin, le personnage rentre chez elle. Et toi, tu te dis, ben, ton taf, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme quand elle part de chez son amant et au moment où elle met la main sur la poignée. Moi, souvent, mais elle n'a pas besoin. En fait, c'est ce que je dis, c'est une piqûre de rappel. Donc, en fait, ça l'a rassurée. Et en une fois, de toute façon, je me suis dit, ça sert à rien qu'elle me rappelle. Je peux parler une autre actrice, donc je ne citerai pas le nom, mais c'est pareil. Des fois, tu dis, je kiffe travailler avec les acteurs. J'aurais adoré travailler 3 mois avec nous. Plus qu'avec Damien. Non, non, mais je veux dire, tu travailles 3 mois avec nous, c'est cool. Mais en fait, des fois, il suffit d'un rendez-vous et la personne sent qu'elle n'a plus besoin de toi. Et ça peut être frustrant même pour toi, parce que après eux ils partent, ils font l'aventure, et puis tu rentres chez toi, tu as fait ton taf. Est-ce que le travail que vous pouvez faire avec un coach, c'est aussi une question de rythme? C'est un mot qu'on n'utilise pas parce que Lou, tu parles des dialogues de Woody Allen, je pense que c'est extrêmement bien dialogué. Les dialogues, c'est une musique, et c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver le rythme, parce qu'il y a un personnage, Damien disait, moi, mon personnage a un parfum. Est-ce que chaque fois, tes personnages ont une musique, et il faut trouver la musique à travers le dialogue? Oui, mais ça déjà, il écrit, c'est rythmé, ces films sont rythmés à Woody Allen, déjà à l'écriture, et aussi lui dans sa façon de mettre en place la scène. Par exemple, il ne fait que des plans séquences, donc il coupe pas les scènes. Vraiment, on joue de A à Z, il trouve l'endroit juste où placer sa caméra, enfin, l'endroit qui lui plaît, et après on circule au milieu de cet espace. Et si vraiment il y a un souci technique ou nous on s'est trompé ou j'en sais rien, il va découper. Ou parfois il nous faisait croire, parce qu'en fait il dirige, hein. On m'avait menti. Donc comme souvent la réputation n'est pas juste. Il dirige ses les acteurs. Oui, mais alors justement ça c'est une question essentielle. C'est quoi la direction d'acteur et est-ce que ça existe? Et voilà, c'est pour ça que j'allais en venir à ça, parce que lui, la direction d'acteur, c'est du rythme, beaucoup. Lui, il veut qu'il y ait toujours de la vie dans les scènes, il veut qu'il y ait des mouvements, il veut qu'il y ait des actions, il veut qu'il y ait des accidents, il veut que ce soit imparfait, et il veut presque, parfois il préfère qu'on se trompe, mais il cherche ça, il cherche oui, cet accident et ce décalage et cette vulnérabilité en fait qu'on observe dans la vie quand on parle avec les gens. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Voir des gens parfaits qui discutent où tout est parfait, réglé au cordeau. Enfin, moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'il y ait des failles et que ce ne soit pas propre et que ce ne soit pas parfait. Et puis, il y a un côté presque théâtral. Je sais que ça a été reproché au film, ça, parce que aussi, je pense qu'entendre les dialogues de Woody Allen en français, c'est un peu spécial. Et parce qu'il y a cette chose un peu théâtrale qu'il aime amener, parce que je pense que sinon, lui, la vie l'ennuie. Il aime que ce soit coloré. Et c'est la première fois, par exemple, que quelqu'un me demandait pas d'arrêter de faire des expressions. Parce que souvent, on me demande d'arrêter de faire des expressions. Parce que je dois en faire trop dans la vie, je ne m'en rends pas compte. Et souvent, on me dit, non, mais fais pas rien avec ta bouche, fais rien avec ton front. Et je me dis, oh, ça, j'ai l'impression de devoir parler comme ça, mais je parle jamais comme ça dans la vie, alors vraiment d'aller très très mal. C'est pas spécial. Oui, ça d'ailleurs, pour anecdote, mon premier casting que j'ai eu, parce qu'au départ, je ne savais pas du tout, et à un moment, je me disais, parce qu'il m'a dit, non, mais t'es trop théâtrale. Et je me suis dit, je vais aller faire ce casting, et je vais rien faire comme ça, je vais juste parler tout droit comme ça. Et je passe ce casting en faisant ça, en vraiment parlant comme ça, et en me disant, ben voilà, quelque part je me disais, je vous emmerde tous, de toute façon, vous voulez que je joue comme ça, mais je vais jouer comme ça. Et je l'ai eu. Et là je me suis vraiment dit, ah ouais, ok, il y a vraiment quelque chose que j'avais pas compris. Et que je suis en train de comprendre. Et Woody Allen, ça, typiquement, ce genre de jeu ne l'intéresse pas du tout. Et il nous laisse aller dans toutes nos excentricités, notre fantaisie à nous, il aime ça. Et après, qui cadre, parce qu'il demande des intensités différentes. Il va demander des rythmes différents, d'accélérer, il va demander des émotions. Il y a des scènes qu'on partait de quelque chose d'assez neutre parfois, et d'un coup il demandait d'en rajouter, et ça terminait des scènes, je me disais, j'ai l'impression d'être sur une scène de théâtre, de hurler, et d'en faire des caisses, et jusqu'au point où je me disais, voilà, quand même, c'est beau, voilà, j'ai l'impression d'aller faire un boulevard. Et où il me disait,
Lui-même disait oh, là c'était trop, on peut s'arrêter, celle d'avant était bien. Je dis ah oui, je suis d'accord. Mais en fait, il pousse le curseur jusqu'à ce que ce soit too much, et jusqu'à ce que l'excès. Et après, il a choisi des prises, soit certaines, il a vraiment pris celles qui étaient excessives, d'autres, il a pris les plus neutres, enfin neutres, les plus simples. Et voilà, il crée le rythme aussi de son film comme ça. Christophe, Damien, on va prendre un pareil que Lou, on va prendre un exemple concret d'un film qui est à venir, le film de Brigitte Si, Le bonheur est pour demain, qui va sortir au mois de janvier. 31 janvier, ouais. Génial. Dans toutes les salles de France. Comment ça débute ce travail-là sur ce film? Alors après, non, la direction de ça, on en parlera plus tard. Mais... On va en parler après, mais d'abord, justement, comment vous travaillez ensemble? C'est-à-dire, tu arrives avec le Sénat, vous travaillez... Déjà, voilà, en fait, ce qu'on fait quand même régulièrement, je crois qu'on fait de plus en plus, c'est aussi que Christophe soit... On m'entend bien là, oui? De mettre Christophe et la réalisatrice ou le réalisateur en lien aussi. Ça, c'est vrai qu'on ne le faisait pas tout le temps au début. Puis après, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est intéressant de... Pourquoi? Parce que je trouve ça intéressant, puisque nous deux, on va travailler ensemble pendant un temps très long pour préparer ce film. Je trouve ça intéressant que Christophe soit dans la boucle dès le départ, parce que moi j'ai rendez-vous avec un réalisateur ou une réalisatrice, où j'ai lu un scénario, enfin, j'ai compris les choses, mais des fois j'ai pas tout compris, ou j'ai pas tout entendu, et déjà c'est bien qu'on soit deux, pour moi on a entendu... Enfin, on peut essayer des trucs que j'ai pas entendus, donc moi je les ai entendus. Mais ça veut dire quoi le mettre en lien? Quand tu le mets en lien avec Brigitte qu'il rencontre la personne. Et qu'elle lui dise, que Brigitte Si lui dise quelle est son intention du film. C'est ça? Oui, c'est ça. Ou je sais pas, là on vient de le faire avec Emmanuel Mouret, avec qui je suis en train de terminer un film. Vous êtes parlé, peut-être, je sais pas, quoi. 2 fois 1 heure, ouais. Voilà. Mais parce que ça permet qu'on ait tous les deux en tête exactement la trajectoire du personnage. Ouais, la direction du film. film. Parce que moi, les personnages, enfin, bien sûr, j'adore jouer des personnages, mais ce qui compte le plus, c'est l'œuvre. Donc, c'est ce que raconte le film et comment la personne qui le fait veut le raconter, et comment elle veut le faire. Et Brigitte, vous avez dû en parler aussi, il me semble. On est allé au Palais de Tokyo aussi voir une expo avec elle. Elle t'avait déposé, elle ne pouvait pas rester, mais on devait y aller ensemble. Et elle t'avait demandé de voir des. On avait fait les 2 musées. Je ne me rappelle même pas. Bien d'être à 2 à ce moment-là. Ça, je me rappelle, ouais. Parce que Oui, j'étais avec ma fille au Palais de Tokyo, on t'a un peu attendu, vous étiez en retard. Ah oui. Ça, je me rappelle. On ne veut pas connaître les courses ni ce qu'il y a dans votre panier d'achat. Non, mais ce qui est, pour rejoindre sur ce qu'il dit, ce qui est des fois intéressant, c'est que les bons réals, ils comprennent que c'est intéressant d'avoir une soupape comme moi, parce que ceux qui ont peur de travailler avec les acteurs, la seule chose que je pourrais leur dire, enfin, qui ont peur que les acteurs travaillent avec quelqu'un d'autre avant, parce qu'ils ont peur d'être désaccaparés de leur film, désemparés de leur film, c'est de leur dire qu'en fait, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est ils s'autorisent de se planter, et surtout quand tu arrives sur un plateau, moi j'y suis pas sur les plateaux. Donc il y a cette fameuse illusion de la première fois. On pose la trajectoire du film, c'est l'histoire, Damien, d'un personnage qui est un braqueur, qui va tomber amoureux d'une femme. On l'a fait courte, et au milieu de cet homme et de cette femme, il y a la mère, qui est une figure comme une sœur matriarcale qui est très importante, qui est en plus jouée par Béatrice Dalle. Et puis si tu dis la mère et qu'elle est dans la salle, elle te défonce parce qu'il ne faut pas dire maman. D'accord. Si, je l'ai dit maman. Et donc, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te donne des couleurs pour que tu travailles avec Damien. Elle te dit qui est ce personnage, quel fils il est, quelle relation il a avec sa mère. Des choses qui ne sont pas dans le scénar. Brigitte, elle a été c'était plus évasif que Emmanuel Mouret, comme c'est plus récent, je me rappelle. On a plus parlé du personnage, il me disait voilà ce que je vois de Damien, bon vous le connaissez mieux que moi, je dis oui mais allez-y dites-moi, et il me disait le personnage. Et donc nous après avec Damien on parlait des ponts qu'il y avait à faire entre ce que Emmanuel Mouret nous avait dit à tous les deux d'ailleurs, Oui, après, puis ce qu'on fait aussi c'est Emmanuel Mouret, c'est parce qu'il y a aussi un truc comme il y a beaucoup de textes, il veut pas que ce soit chiant, donc il voulait aussi se rassurer. Alors après, il se trouve que nous on adore répéter, donc voilà, mais c'est d'être libre justement dans tout ce texte et de pouvoir faire plein de choses en même temps. Mais je pense que Brigitte, ce qu'on faisait, c'est qu'elle n'a pas du tout dire au début, mais après nous, en avançant le scénario, il y a des questions où on avait besoin de répondre, on lui envoyait des mails
où elle répondait à des questions que nous on avait fait émerger de nos lectures. Et puis, c'était bon comme ça avec elle. Et puis bon, c'est bien de le dire aussi, c'est là où Damien, parce qu'il a cette intelligence-là, c'est d'aller chercher les gens. Il m'a dit, écoute, j'ai rencontré un mec super, c'était toi. Hein. Il m'a dit, est-ce que ça t'embête? Il dit, non, mais c'est pas pour gêner, c'est la vérité. Si on parle du travail, il a dit, est-ce que c'est cool, non, si on fait venir Stéphane? Et j'ai dit, ouais, bah, écoute, je le connais pas, mais vas-y. Et quand t'as débarqué, je te dis, honnêtement, je prenais des notes de ce que tu disais. Non, mais c'est pas pour te faire des compliments, c'est pour dire que c'est sans fin, ce travail-là. C'est-à-dire, Brigitte donne une info, Damien, elle m'en donne une à moi, après toi t'arrives, tu donnes plein de pistes, puis Damien il va te chercher un truc en se baladant qui ramène au décor, qui lui dit ça, que Brigitte, toi c'est Alors déjà justement, communicant, le trajet que tu as fait, Damien, par rapport à ce personnage, il y a plein d'éléments. Est-ce que tu nous sors des objets de ton sac de Mary Oui, bien Poppins sûr. ou pas? Je peux. Ouais, regardez. Mais parce que- Mary Poppins. Non mais le principe de toute façon c'est qu'on est quand même beaucoup, c'est un métier collectif et on est quand même beaucoup plus fort à plusieurs. Donc c'est comme les scénaristes, enfin, les gens qui écrivent à... Ben non, il peut y avoir des scénarios magnifiques écrits par une seule personne, mais des fois d'être 6, c'est pas si con. Enfin, c'est en tout cas que ça communique tout ça. Donc, et non, en fait, parce qu'il y avait une scène, mais que j'ai jamais à sentir. Il y avait une scène qui n'était pas très... Alors, je ne sais plus si au scénario, parce que je vais vérifier, parce que je ne me rappelle plus. Peut-être que vous vous rappelez, vous, si elle était écrite, mais... La scène où tu parles Oui, parce qu'en fait, il y avait une scène. Ça, c'est le scénar, déjà. Ça, c'est le scénar. Ça, c'est le premier film de Mérine, donc avant celui avec Vincent Cassel. Alors pourquoi ce film? Pourquoi tu vas chercher ce film-là? En quoi il t'aide? Ce vieux DVD, poussière, qui est vraiment dedans, hein, c'est un vrai DVD. Parce que je regarde encore les DVD et j'écoute les CD. Et, pourquoi tu vas chercher? Brigitte m'avait dit de ton personnage, son film, qui regarde sans cesse en permanence, c'est ce film-là. J'ai regardé du coup j'ai regardé, je me suis dit quand même, je vais au moins faire ça. Ce mec, si je pourrais le personnage de son film préféré, je vais l'acheter. Qu'est-ce que tu as compris de ton personnage quand tu le vois une fois, deux fois, Après, trois je joue un fois? braqueur, donc je pense que ce mec-là aime ce film-là parce que il y a quelque chose qui lui fascine là-dedans, mais bon, ouais, lui il tue plus que mon personnage. Mon personnage, il est essentiellement, il veut braquer, mais. En fait, c'était un modèle pour lui. En fait, je dirais, ça m'a. Non, ta question, tu m'as demandé ce que ça m'avait. Qu'est-ce que tu as compris de ton personnage en voyant Pas ce grand-chose, mais d'un seul coup, je fais quelque chose qui fait. Ok, Donc c'est pas de comprendre, c'est de faire. très bien. Donc il regardait ça, je regarde ça. Et puis après, donc après il y avait cette fameuse scène. Alors c'est une scène. Ça c'est Sainte-Rita. C'est quoi l'histoire de cette Alors, scène? Sainte-Rita, en fait, c'est parce que dans le film, il y avait, j'essaie de retrouver la scène exacte. Parce que ça c'est le tatouage que portait mon personnage, mais j'en ai gardé pour en faire un de ces quatre, je sais pas. Oui, non, ça a l'air de rien, les tatouages. C'est-à-dire, J'étale un peu sur la table, ça va. les tatouages, juste pendant que tu cherches, on va expliquer, c'est-à-dire qu'à un moment, il fallait aussi que ça soit l'expression de la relation qu'il partageait avec le personnage joué par Laetitia Casta. Exactement. Voilà. C'est un tatouage du coup qu'on a pensé ensemble aussi avec Brigitte et tout ça. Ça veut dire combien le visuel, c'est ça qui est aussi intéressant, Damien, sur lequel insister, ça c'est déjà de la mise en scène, c'est-à-dire comment le visuel prend en charge une partie du récit du personnage. Et ça c'est bien de le dire parce qu'il y a des élèves, comédiens, donc aller chercher des choses qui expriment une partie de l'antériorité ou de la fiche d'identité d'un personnage. Putain, je retrouve pas la scène. Tu vas pas la retrouver. Bon, en plus, mes scénarios, en plus j'y colle plein de choses, hein, vous voyez pas grand chose de là-bas, mais enfin, c'est des. En fait, parce qu'il y a le texte, puis il y a le sous-texte, bien sûr. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on fouille, qu'on trouve, sur lesquelles on se questionne. Des fois, ça peut être un matin, je sais plus c'est quoi ces parcs de thé, là, avec des petits messages, et une phrase sur la vie, là. Vous voyez ce genre de thé. Il se trouve que des fois, sur le tournage, je vois ça le matin, d'un seul coup, cette phrase prend tout son sens, et bah, je me dis, tiens, moi je la colle sur la page de la journée. Et puis après, on a vécu un truc dans la journée de tournage, finalement, qui a modifié, il s'est passé un truc dans une scène, mais du coup, ça remet en question celle de demain, donc on en parle. Enfin voilà, donc là, je sais pas, apparemment, j'ai dû trouver un bout de papier, c'était marqué, ici, c'est l'ordinaire d'une nuit devient inoubliable. Je sais pas, j'ai trouvé ça ce jour-là.
Et ça collait pile à la scène. Après, c'est des trucs, moi je sais pas d'où viennent ces croyances, hein, c'est comme ça. Bref, donc la scène avec. On arrive avec Sainte Rita. Sainte Rita. En fait, bon, il se trouve que. En fait, tu dois venir voir ta mère. Oui, en fait, je dois venir. En fait, ma mère dans le film est plutôt souffrante, enfin, toxico, elle a le sida, et en fait, moi, je suis devenu braqueur pour lui éviter de sortir, comme ça, elle ne prend pas froid. Et je braque, et puis je ramène ce qu'il faut pour qu'elle soit bien. Et puis, en fait, voilà, j'essaie d'être là pour ma mère. Et puis, dans la scène, il y avait un truc où faut être là au chevet de sa mère, et en même temps prendre des nouvelles concrètes quand même de dans quel état elle est physiquement vraiment, de comment elle va, tout ça. Et puis cette scène était un peu triste. Enfin, il y avait quelque chose parce que concrètement elle est malade. Et puis concrètement, on est dans une famille comme toutes les familles où on ne se parle pas. Lui n'ose pas la convoquer sur sa maladie, et elle ne veut pas parler de sa maladie. Donc comment parler avec sa mère, comment savoir ce qu'elle a au fond de son cœur, et puis je sais pas, et puis en discutant avec vous, avec Brigitte, puis il y avait Sainte Rita qui est donc la cause, qui est là pour les causes désespérées, qui était dans le personnage de Béatrice Dalle. Et puis en passant, en discutant, on a échangé autour de cette scène, et entre nous trois, Brigitte, tout ça, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Et puis je suis passé dans cette septième salle, une boutique qui est consacrée à des trucs religieux. Donc j'ai trouvé cette statue, cette sculpture, cette représentation, cette icône. Et je me suis dit, en fait, ce qu'on s'est dit, parce que c'est pas jeune, c'est en fait, on va faire passer les choses par Sainte Rita. Et en fait, je m'adresse, ce qui est devenu la scène, parce que elle était trop triste cette scène. Il y avait besoin. Je disais, tiens, comment aller chercher les choses avec humour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans la scène, je vois bien que ma mère va bien, mais qu'elle est croyante. Et donc, je prends ce truc-là que j'ai ramené sur le tournage, qui était posé à côté d'elle. Et je dis, en fait, ce qu'on a créé, c'est que je m'adresse à ma mère en disant, oui, tout va bien, mais en fait, c'est quand même l'autre qui déconne. Puis elle me dit, et qui déconne? Je dis, et puis c'est toi. Et en fait, je m'adresse à Sainte Rita et je règle mes comptes. En fait, je mets la pression à Sainte Rita en me disant, si tu ne bouges pas de cul rapidement, moi je suis aussi sympa que ma mère et je vais te défoncer la gueule. Et donc, moi je veux que ma mère aille bien, tout ça. Donc, et d'un seul coup, s'instaure cette discussion avec ma mère où elle se dit, en fait, je suis passé par cet objet pour. Et je sais pas, c'est la solution qu'on a trouvée. Donc, tu as écrit un monologue qu'au départ tu pensais jouer hors champ, et que c'était tellement signifiant pour la scène que Brigitte, à un moment, elle a décidé de l'intégrer à la scène. Ouais. Et puis après, j'ai rajouté un autre truc ce jour-là aussi, parce que pareil, je me disais, tiens, quand même, ça finit un peu. Ça faisait je sais plus, une semaine qu'on tournait, je crois, et Béatrice, j'entendais tout le temps, tout le temps des dragibus. Et je sais pas, elle en trouvait pas, il y avait une fixette sur les dragibus. Et puis, ce matin-là, je me suis dit, il faudrait que j'ai une surprise. J'ai demandé à la régie, j'ai dit, s'il vous plaît, si quelqu'un peut trouver des dragibus dont elle parle depuis une semaine, on ne trouve pas, si quelqu'un peut les trouver, ce serait super. Et donc, j'ai demandé à Brigitte si on pouvait commencer le chant sur Béatrice, donc qu'elle soit filmée en premier. Parce que j'ai dit, là, je prépare un truc, mais faut qu'on soit, faut qu'il y ait la surprise. Si elle est au courant, voilà. Donc j'ai réussi à avoir des dragibus, je me suis mis plein les poches. Et à la fin de la scène, j'ai dit, tu crois que je suis venu ma vie, maman? Elle me fait, quoi encore? Je suis sorti, et là, ses yeux ont fait. Là, d'un seul coup, il y avait un truc de la mère à son fils, une reconnaissance pour son fils. J'ai vraiment vu, et en fait, elle a ouvert le paquet et elle a commencé à prendre que les bleus. Les bleus. Elle m'a refilé les restes. Après, la scène a couru, j'ai été filmé, tout n'a pas été monté. Et ça, c'est un truc, vraiment, c'est un truc qui est arrivé parce que je l'ai entendu avoir un intérêt pour ces bonbons. Et je me suis dit, tiens, on va mêler le réel à la fiction. Et en fait, du coup, ça a forcément fait sortir quelque chose chez elle. Et ça, on en revient parce qu'on l'a exposé tout à l'heure, c'était l'air parle de l'accessoire. Lou, c'est pareil, est-ce qu'à un moment, l'accessoire a pu être un instrument de la composition de ton personnage pour le faire exister et ça, sans être une béquille, c'est quelque chose qui te permet
de faire progresser ton personnage, l'identification que tu as à ton personnage? Alors, sur moi, mais alors là, j'étais vraiment pas du tout sur moi. Du coup. Est-ce que tu cherches par... Je t'ai écouté, j'ai trouvé bien ton histoire. Non, mais est-ce que toi tu cherches comme ça parfois un accessoire qui peut venir nourrir quelque chose? Ben. Oui, après, parfois, là, ça me fait penser aussi au film, au Bail des Folles de Mélanie Laurent, où je jouais une médium, où donc je m'étais acheté ce livre, j'ai clairement oublié le nom. Merci. Et où c'était devenu mon livre de chevet aussi à moi, alors qu'il existait très peu dans le film, mais c'est aussi des choses que je puise dans le scénario. Mais non, sinon, là, franchement, il n'y a rien qui me vient. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Mais après, Oui, vas-y, Daniel. non, mais après, il y a plein de choses possibles. Qu'est-ce que je m'étais mis sur la porte? J'avais mis un Non, mais truc. alors, il y a un truc qui est... toi, tu pousses tellement l'exigence et l'exactitude. Moi, je peux le révéler. Le mec est un peu dingue. Il joue donc un braqueur. On est chez lui. Il y a la porte d'entrée. Et à côté de la porte d'entrée, il y a un miroir. Pourquoi il y a un miroir? Je peux te dire pourquoi il y a un miroir. Parce qu'il fallait que tu te regardes et tu avais le sentiment... Il fallait que tu sortes dans la rue en disant putain, je suis espionné. Tout le monde. Non, parce que oui, quand t'es en cavale, t'es toujours sur tes gardes. t'es sur tes gardes. Mais non, mais j'ai même écrit des trucs sur les flics, non, sur ma porte. En fait, je mets souvent des choses sur ma porte pour les revoir en partant tous les jours, ou en rentrant. Sur chaque film, ça peut être une photo, ça peut être un mot, ça peut être un truc. Mais c'est des techniques, c'est des trucs différents à chaque fois. Mais de toute façon, la direction, elle vient soit de soi-même, soit par rapport à cette année, on a travaillé sur le film de Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa. Il fallait que j'ai des émotions, beaucoup de choses. En fait, c'est un film sur la vengeance que vous verrez découvrir bientôt, j'espère, dès qu'il sera fini de monter. C'est en gros, je suis un mec qui a passé beaucoup de temps en hôpital psychiatrique parce que sa fille a été tuée et qui va remonter à une histoire de vengeance. Je cherchais à la venger. Et dans toutes les scènes, je finissais je tue des gens tout le temps. J'adorais ça. Et je devais soit éclater de rire, soit pleurer. Rire à la limite, j'arrivais à peu près dans la vie, mais pleurer, je ne pleure pas depuis très longtemps. Donc j'avais souvent accès au menthol pour avoir des larmes. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? Là, par exemple, ça s'est pas tant fait Kiyoshi, il me donnait des directions, et je me suis dit, je vais dormir 1h30 à 3h max par jour pendant un mois. Et il se trouve que si cette technique a marché pour ce film, forcément, du coup, je pleurais ou je riais, parce que de toute façon, j'étais complètement... Mais ça marche. Mais ce serait une connerie de le faire pour le film que je fais en ce moment, par exemple. Oui, mais tout à l'heure, il parlait, Christophe, on revient, Lou le dit, la peur. Et c'est super de plonger, mais à un moment, il faut savoir ne pas plonger, ne pas aller trop loin, de te dire, parce que tu peux te dire, ok, je dors 1h30 par jour, à quel moment aussi tu remontes? C'est là où tous les acteurs sont aussi différents, parce que je pense que Damien, s'il va là-dedans, c'est qu'aussi lui, en tant qu'être humain, il a une excitation à aller là-dedans, parce qu'on travaille un personnage, on travaille un scénario, on travaille un film, parce que si ça vient nous confronter à des choses de nous, et à des trajectoires, et à des chemins qui nous donnent envie. Quelqu'un en face qui attend quelque chose, on a un pacte avec quelqu'un. Oui, mais tu aurais choisi un autre chemin. Tu as choisi de dormir une heure. Tu vois quelqu'un d'autre. Je trouvais pas lequel. Non, parce qu'on cherchait, il disait, je sais plus ce que tu me disais. Moi, je te dis, j'essayais de t'amener vers ce que je sais faire moi, c'est-à-dire de trouver un. Et de Oui, toute mais façon, parce après, que- pour le rassurer, dans ce film-là, j'ai dit de toute façon, Damien, personne ne pourra te juger parce que ce qui t'arrive, on ne va pas le révéler, mais cette personne l'a vécu. C'est impossible. Donc, de toute façon, plante-toi parce que personne ne saura ce Oui, qui est juste. mais parce que en fait, toi, tu parlais de mémoire affective. D'aller chercher. Moi, par contre, ce dont qui a été évoqué au début avec Christophe, au tout début, là, enfin vous deux, c'est Stanislavski, ça marche pas. Non, c'est pas ton truc. Je suis venu, j'ai Jack, tout ça, je suis resté une semaine, je me faisais chier, mort. Je voyais tout le monde qui jouait super bien, et tout ça, je me disais putain, j'étais sur ma chaise, les trucs de me revoir un truc de mon enfance, ça ne marchait pas sur moi. Alors, il se trouve que par exemple, en ce moment, je fais de l'EMDR pour d'autres raisons, là, ça marche à mort. Et du coup, ça m'apporte peut-être des choses pour le jeu. Mais je sais pas, et des fois,
Stanislavski, je pense que j'aurais tout compris. Une fois que je serais mort, je le lirai peut-être. J'ai lu un peu, mais c'est pas pareil. En fait, je fais un mélange de tout ça, mais il y a des choses auxquelles j'ai pas accès. Et donc Christophe me disait, Moi, va j'apprends. trouver quelque chose. J'apprends de sa façon à lui, tu vois. Qu'est-ce que tu apprends? Ben, je me rappelle, c'était sur le Brigitte Seed, c'est bon, le texte, c'est bon, on connaît par cœur, c'est bon, quoi, ça va. Alors que je suis plutôt quelqu'un qui dit tout le temps qu'il faut travailler, il y a des choses cachées. Et un jour, sur une phrase précise, où tu es en prison, enfin, bon, voilà, on va pas révéler le truc, mais il dit, en fait, si cette phrase, ça va pas, il faut répondre, c'est évident. Alors ça paraît débile, ce que je vais raconter comme anecdote, mais il a changé toute une phrase explicative du texte par, bah, c'est évident, il se passe ça, bon, il a fait avancer le truc en coupant le scénario, et ça paraît con, mais il y avait toute l'essence de son personnage dans cette phrase. Il a ramené tout le passé en disant oui, je le connais depuis longtemps ce mec, donc quand elle m'apprend ça quand je suis en prison, c'est pas parce que je suis en prison, je le sais qu'il a fait ça, donc c'est évident. Et quand il dit ça à Brigitte, comme elle est intelligente, elle dit putain mais c'est encore mieux. Donc c'est de dire qu'en fait souvent quand on pense qu'il n'y a pas de travail, moi ça m'arrive plein de fois, je me dis pourquoi tu veux faire ce film? De toute façon tous les films je lui dis de pas faire. À chaque fois, c'est ceux qui l'emmènent au César, à Cannes et tout. Donc je dis, faut vraiment pas m'écouter, c'est devenu une blague chez les acteurs. Je fais putain, ça c'est une bombe comme scénario. Ils font merde, peut-être pas le faire. Parce que... Bref, tout ça pour dire que des fois, ça paraît simple, il n'y a jamais rien qui est simple à jouer. Il y a toujours un détail, on peut toujours aller plus loin. Voilà. Et puis des fois, ça passe par les autres. Avec Joachim, par exemple, je devais être photographe au départ. Il se trouve qu'ayant fait les Beaux-Arts, il m'a dit mais tu crois que tu pourrais peindre? Je suis devenu peintre, j'ai juste travaillé avec un peintre à qui j'ai volé les gestes, moi je devais pouvoir finir, commencer les tableaux qu'il faisait lui. Voilà, mais des fois c'est les réalisateurs ou les réalisatrices qui t'emmènent dans les. Enfin, j'ai eu une fois, on parlait de ce film américain, avec ces fameux scénarios qu'on te reprend. Et ça m'est arrivé, je vais te donner une technique. Parce que moi j'adore lire sur papier, lire sur les ordi, tout ça, ça me rend dingue. J'ai besoin de l'objet comme les livres, comme voilà. Et souvent c'est vrai qu'il y a des grosses productions comme ça, on t'envoie un scénario qui soit on te le reprend comme on t'a fait, soit il s'autodétruit une fois que tu as fini de le lire. La technique c'est la capture d'écran. En fait il suffit de faire page par page, c'est très long. Quand ça fait 200 pages. Après je recadre, après j'imprime, je fais relier, et je ne dis pas que je l'ai gardé, et ça m'est arrivé sur Christopher Nolan dans Dunkerque. Même si on voit très peu, mais j'avais quand même tourné une semaine. Et là, carrément, donc j'avais eu le scénar comme ça, mais je n'avais pas encore développé la technique. Et puis, sur un film comme ça, en plus sur des fois, dans le cinéma américain, et c'est plutôt de qualité, hein, c'est pas des faits. Le cinéma français peut avoir des fois le défaut d'être une aventure entre amis, on est tous copains. Des fois, ça donne des très mauvais films, de faire un film de copains. Et le cinéma américain, il y a un truc un peu plus. Le mec est en train de mourir. Fais attention, ne va pas trop loin. Non, mais on verra personne. Enfin, c'est-à-dire qu'on va même pas croiser ses partenaires, ni rien dans l'hôtel, ni rien. Chacun a sa chambre, chacun bosse. Chacun et ça bosse, vraiment. Et donc là, j'étais tout seul, je mangeais tout seul tous les soirs. J'étais à Dunkerque. Non, Mais dans un film de Christopher Nolan. Il faisait froid, tout ça. Et quand même, j'avais la scène du lendemain que je voulais avoir. Et j'ai fini par avoir le premier instant qui vient avec une page, mais une page qui sortait comme des classeurs, des vieux classeurs, imprimés sur un papier épais rouge comme ça, qui m'attend et qui me dit, je repasse la prendre tout à l'heure. Ils sont fous, ils ont genre un scénario. Il y en a qu'un, il y a un seul objet. Et puis je me dis, je suis pas con, j'ai un téléphone portable, je vais prendre une photo. Bref, je prends la photo, et puis le lendemain, on donne mon jour à jour. Je note des choses parce que j'ai besoin de me noter du sous-texte, des choses à jouer. Pareil, et tout de suite, le mec me reprend le jour à jour. Je me dis, attendez, si vous voulez, on peut le brûler après, mais moi, si je peux le garder la journée. Et bref, donc c'était tout un truc comme ça. Et donc, c'était pas déconner par rapport à cette table. Mais là, en l'occurrence, là, c'est de lui parce qu'il y avait une souffrance que je. Voilà, bon, ça a disparu parce que le film devait faire 28 heures, certainement en montage, un premier montage. Donc voilà, il ne me reste pas grand chose. Mais il y avait un truc de souffrance que je devais ressentir physique. Et je ne savais pas comment. Parce qu'il y a des choses, des émotions qu'on ne connaît pas, ou je ne connaissais pas encore. Maintenant, je connais. Et c'est lui qui m'a proposé, pour m'aider, il m'a dit, est-ce que tu veux la réaction? Parce que lui, en fait, il n'est pas derrière un combo, il est collé à son caméraman.
et puis en plus on était tourné en 70 mm, dans un pellicule qui tourne comme ça. Puis chaque fois que ça se termine, il y a un mec qui vient d'apprendre, qui part à Londres, qui fait développer, qui revient, et lui il regarde le soir. Et donc j'entendais la pellicule, il était collé comme ça, et il m'avait dit si tu veux, ça t'aide, et si t'es d'accord, bien sûr, on s'est mis d'accord. Avant action, je te mets une grosse patate dans l'épaule. Et bah, ça a marché, hein. On voit que je souffre. Mais il m'a aidé. Il m'a mis 10 pains juste avant action. Et voilà, mais bah, de toute façon, alors j'aurais pu le faire moi. Mais juste, de toute façon, ce que j'aime pas fabriquer, c'est très bizarre ce métier, parce que moi je trouve ça très intéressant de faire du faux, du vrai avec du faux, et en même temps j'ai pas envie de fabriquer. Donc c'est... On va donner la parole au public, mais j'ai une question parce que moi d'abord elle m'intéresse pour continuer de travailler avec des comédiens. On parlait de justesse. Christophe disait à un moment c'est vous les comédiens parce que vous travaillez votre personnage, vous savez exactement ce que lui pourrait dire, ne pas dire. Est-ce que c'est pareil sur un plateau? À quel moment vous savez qu'une prise est juste? Est-ce que c'est quand le metteur en scène vous le dit ou quand vous éprouvez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti? Déjà, le mot juste, il est particulier. Pardon, Oui, c'est comme vérité. Parce que juste, c'est quoi? Si juste, c'est juste être naturaliste, ça veut dire que c'est attendu. Donc, c'est pas non plus très intéressant. Parce que là, dans ce que tu disais aussi, pardon, je vais raconter une anecdote qui n'a aucun rapport avec ce métier, mais je me souviens, enfant, j'ai eu l'impression de marcher sur quelque chose et j'avais comme une morsure de serpent sous le pied. Et mon grand frère me dit ça et je pars en stress total. Et je me dis, ça y est, je vais mourir. C'est donc la fin de ma vie. Et parce que j'avais une confiance totale en mon frère, même si mon frère il roule comme un fou furieux pour m'amener à l'hôpital. Et vraiment, je passe tout un trajet en voiture, allongée sur la banquette, à regarder le ciel et les étoiles en me disant, ben voilà, c'est là que ta vie s'arrête. Et j'ai tout fait, vraiment physiquement, j'ai tout fait totalement. Et je mourais quoi. Et je regardais le ciel en me disant, oh, c'est une belle dernière image. Et j'arrive à l'hôpital, mon frère qui me porte, qui court, parce que je ne pouvais plus bouger. Et là, les médecins hurlent de rire en me disant, mais mademoiselle, il n'y a pas de serpent venimeux dans la région, vous avez marché sur un gravillon. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience de la force que notre cerveau a, de la puissance de notre imaginaire et du fait qu'on peut créer ce qu'on veut. On peut créer les sensations physiques qu'on veut, on peut convoquer les émotions qu'on veut. En fait, on est extrêmement puissant. Et c'est juste qu'il faut trouver les chemins pour accéder à ça. Et c'est là où je trouve ce métier fascinant parce que ça sert aussi pour dans la vie. C'est là où je me suis dit, en fait, nos émotions, nos ressentis, c'est pas nous. On est presque au-delà de ça. Et par contre, on peut jouer avec ça. Donc ça me fascine, moi. Oui, Christophe, Non, je ne veux pas prendre trop de temps pour les questions, mais c'est juste que quand tu disais juste, je reviens sur un truc, parce que c'est un court-métrage qu'on avait fait avec Damien il y a très très longtemps pour un ami. Et je sais qu'on joue ensemble, donc, et parce que je détache ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avant les réals et qui disent les réals ne connaissent rien. Moi je dis souvent à un acteur, attention, tu proposes des choses, tu te bats pour ton personnage, mais à la fin c'est le réal qui doit avoir le dernier mot parce que tu travailles pour lui. Et l'anecdote, donc je peux le dire parce qu'elle est à mon insu, j'étais avec un pote et je dis, je comprenais rien à ce que je faisais, j'ai pas compris le film à la lecture, j'ai pas compris. Bon, bref. Il sait, Damien, c'est Louis qui est un immense réal en plus, bon bref, qui n'en fait pas assez des films comme tous les bons réalisateurs, Louis Dodin. Et je lui dis, mais si je te le fais comme ça, c'est pas intéressant, Louis. Il fait, je te jure Christophe, c'est pas toi qui est intéressant, c'est mon film, t'inquiète pas. Et pas prétentieux, c'était de dire, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et honnêtement, 8 mois après, en voyant le film, j'ai dit, putain, il m'a sauvé la vie. Je cabotais, je m'en rendais pas compte. Donc des fois, on n'est pas les mieux placés pour savoir si une scène, elle est juste. Le dernier mot, il doit revenir au réalisateur. Très bien. Vous avez... Oui, Daniel. Non, mais après, je suis d'accord avec ça. Et puis, des fois, tu ressens quelque chose. Tiens, il s'est passé un truc. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément celle-là, mais en tout cas... Parfois, c'est un plaisir que toi, t'as pris, mais voilà. en fait, qui donne rien. Tu vois, c'est un peu égoïste, mais c'est agréable, tant mieux pour nous. Mais, Vous avez donc Damien, le loup de l'âge et Christophe Réveil pour vous, si vous avez des questions. Là, il y a une question. Oh là, attention. Bonjour, levez-vous.